Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous avez fait le plein de lumière et de douceur aujourd'hui. Je suis heureuse de vous retrouver pour 2 heures d'échange, de confidence, de partage. C'est Paul et Jeanne qui fait ses premiers pas au sein de l'équipe, qui sont au bout du fil pour vous accueillir au 39 21. Asiba est souffrante, elle ne peut pas être présente pour sa dernière émission, alors on lui souhaite un très bon rétablissement et surtout le meilleur pour la suite. Elle m'a chargé de vous dire au revoir et tout le plaisir qu'elle a eu à vous écouter et à vous réconforter parfois avec la gentillesse et la douceur, le calme qui la caractérise. Et ce soir, c'est le retour de Fifi, Philippe Chartier, fraîchement débarqué de la plage, détendu, bronzé, beau, des traces de sel sur les paupières. Alors s'il y a quelques couacs ce soir en régie, il faudra mettre ça sur le compte du jet lag, les amis. Allez, vous pouvez bien sûr nous envoyer vos mails sur le site europe1.fr ainsi que vos SMS si vous souhaitez nous donner votre point de vue, faire des commentaires par SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Des kilos d'emmerdement, la nuit est tombée dedans, tellement de fois. Stéphane Echer, le sourire. Et puis le sourire de Sergio qui dit le retour du boss en régie. Ça console du départ de notre petite sucrète Asiba. Mille merci à elle, et plein de bisous, bonne chance pour la suite, qu'elle ne nous oublie pas trop vite, dit Sergio. Non, elle m'a laissé vraiment un petit message ce soir en disant qu'elle était désolée de pas être là, de pas avoir pu vous dire au revoir comme ça au standard à tous, mais elle souhaitait que je le fasse vraiment de sa part et dire que ces 4 années passées avec elle ont été vraiment un moment 4 années d'une collaboration délicieuse, voilà. Et puis Sergio qui souhaite aussi la bienvenue à Mademoiselle Jeanne qui fait ses premiers pas parmi nous au standard. Alors on a aussi un mail de Jeanne qui dit qu'il y a une interview très intéressante de Jean-Louis Trintignant sur son dernier film dans le Télérama de cette semaine, puisque on a parlé cinéma avec l'ami Yves et avec Lydia, notamment à propos du dernier film d'Heineke, Amour. Et puis un petit mail d'Olivier. Alors il dit, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, je suis passée à l'antenne il y a peu de temps, je suis déficient visuel, ma compagne souffre d'une maladie orpheline, nous attendons un bébé et je me souviens très bien de vous, les parents d'Olivier étaient pas très heureux, étaient assez inquiets finalement qu'il ait choisi cette compagne, qu'ils aient décidé d'avoir un bébé, qu'ils souhaitent aller la rejoindre en province, puisque pour le moment ils ne sont pas dans la même région, mais avec la venue du bébé, évidemment, ils comptent s'installer ensemble. Et Olivier me dit, ce bébé est prévu pour le lundi 22 octobre. Ce serait gentil d'en parler à l'antenne. Bonne soirée, bonne émission. Alors Olivier, on espère que tout s'est bien passé, que le bébé est là, qu'il va bien, et puis que la maman aussi se porte bien. Voilà, vous pourrez nous donner de ces nouvelles. Et on accueille maintenant Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Je vous écoute, oui. Jean-Pierre. Oui, bonsoir. Moi, j'ai perdu ma femme à 52 ans. Oui, jeune. Oui. À cause de la cigarette, elle est décédée d'un cancer du poumon, quoi. Oui, oui. Et puis, j'arrive pas à remonter trop. Vous remontez pas la pente. Oui, voilà. Oui. Ça fait 1 an et demi, c'est dur. Oui, c'est ça, ouais, ça fait 1 an et demi. Oui. Mm.
Oui. Puis, bon, bah, comme je vous ai dit, bon, bah, je suis chauffeur, je suis routier, quoi. Non, vous me l'avez Bon, pas dit. de Oui, la vous l'avez semaine, dit au standard. Oui. Comment? Vous l'avez dit au standard, oui. On ne s'est pas parlé Oui, encore. Oui. Donc, bon, de la semaine, ça va un peu parce que, bon, le soir, vous savez, on s'arrête dans le restaurant routier, tout ça, Ouais. les collègues, tout ça, on discute. Ouais. Après, voilà, c'est le soir comme maintenant. C'est quand vous vous retrouvez à la maison que vous êtes mal. Ah bah là, c'est terrible. Non, parce que bon, ça va, ouais. Avec mon métier, je pars la semaine, quoi. Je rentre le samedi, quoi. Voilà. Vous êtes seul chez vous, vous avez des enfants, vos enfants ont quitté Oui, la oui. maison? Oui, oui, heureusement, bon, j'ai ma fille qui habitait à côté, souvent. Oui, Bon, bah, le week-end, je vais chez elle. oui, oui, Ouais, parce que je suis originaire de Haute-Savoie, quoi. oui, oui. Donc, j'ai ma fille qui est à côté, bon, bah, ça va, tous les week-ends, tous les samedis soirs, quoi. En fait, bon, je vais chez elle. C'est de vous retrouver après, dans la maison et c'est quand vous vous retrouvez. Donc déjà, vous avez votre fille à côté, c'est important. Oui, voilà. Vous pouvez la voir le week-end, être entouré. Ouais, avec les petits-enfants. Vous avez des petits-enfants? Oui. 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 Qui ont quel âge? 3. 12 ans. Oui, 13 ans la première, Oui, 10 oui. ans le deuxième, et puis 2 ans le troisième, ouais. d'accord, oui. Mm. Donc c'est une belle famille. Oui, oui, oui. Oui. Mm. Après, j'ai un fils qui a un gamin aussi. Mm. Qui est plus loin, lui. Non, non, il habite à côté, pas loin non Il plus, est à ça côté. va. Je peux aller voir, oui, voilà, ouais. Vous avez la chance déjà d'avoir vos enfants autour Oui. de vous. Voilà, oui. Ça se passe bien avec eux, vous? Oui, oui, heureusement. Oui, oui, ils m'ont bien Oui. soutenu. Si j'ai un souci, ils sont tous pas. Mm. Oui. Mais Mais ça n'empêche pas la Voilà. la tristesse. oui, Mm. surtout quand vous pensez que c'est à cause du tabac, quoi. Des fois, quand je vois les jeunes filles tout qui fument, je leur dis, comprenez, Vous aimeriez leur dire, oui, de... voilà, leur dire, prendre soin d'elles. La chance que vous avez. Vous ne fumiez pas, vous? Vous ne fumez pas, Jean-Pierre? Si, je fume, mais Oui. bon, moi j'avais arrêté pendant 5 ans, quoi. Oui, oui, Mais ma femme, elle n'a jamais voulu arrêter. Oui. Pourtant, je lui disais souvent, arrêtez de fumer et tout. Et puis, en fait, pour elle, dans sa tête, pour elle, comment vous dire, disons que elle voulait pas vieillir. Ouais. Pourquoi? Elle, dans sa tête, voilà, pour elle, c'était, elle voulait pas vieillir, quoi. Voilà. C'est-à-dire, elle n'avait pas envie de vieillir? Voilà, oui. Oui. Elle savait que, pourtant, comme la fois je lui ai dit, arrête de fumer, tout ça, que c'est pas bon, tout ça. Oh, je m'en fous, de toute façon, moi, je suis pas fait pour vieillir. Je veux pas qu'on me soutienne et tout. Moi, je veux partir comme ça. Bon, Mais quand elle était malade déjà ou avant même? Non, elle est partie en 2 mois à peine. Oui. Non, c'est arrivé tout de suite. Hein. Oui. Et pourquoi dans sa famille, elle avait été confrontée comme ça à des personnes qui étaient décédées assez jeunes? Non. Non, non, ses parents, ils sont décédés normalement, tout ça. Vous savez pas ce qui Non, lui faisait personne. penser ça? Elle appréhendait finalement. Elle se disait Voilà. qu'elle, oui. Ben, oui, elle dans sa tête, pour elle, elle voulait pas. Comme je vous dis, c'est une femme assez coquette, tout ça, quoi. Et elle voulait pas se voir. La vieillesse lui faisait peur. Voilà, oui, Mm. voilà. Oui. Pour elle, c'était inacceptable, quoi. Voilà. Même avec vous à ses côtés. Oui. Ça devait. Oui, Qu'est-ce que vous ressentiez quand elle vous disait ça, vous? Bah, ça me faisait mal, hein. Encore aujourd'hui, ça vous fait mal. Ah bah, encore Ouais. pire, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du chagrin et puis presque j'entends de la colère mêlée. Un Voilà. peu de colère. Hein, dire, oui. Oui, parce qu'on on se sent toujours un peu coupable, quoi. Vous vous sentez coupable? Ouais. Coupable de quoi, Jean-Pierre?
sais pas, on compte toujours qu'on n'a jamais fait assez, quoi. On pense qu'on n'a jamais fait assez. C'est bien, je sais pas. Pourtant, j'ai toujours fait tout pour essayer que ça va, mais bon. Faut dire, bon, bah, moi, je l'ai connu à l'âge de 14 ans, vous voyez. On s'est connus Oui, tout gamin. vous êtes connu très très jeune, dites-moi. Voilà, oui, voilà, ouais, oui, c'est pas ça, ouais, on s'est connus tout gamin 14 ans. oui, Bon, après, bon, 14 ans, 18 ans, vous voyez, bon, bah, les jeunesses, machin de gamin. oui, Bon, nous, on s'est mariés, elle avait 18 ans. oui, Moi, j'avais 19 ans, vous voyez, on s'est mariés Oui. jeunes. oui. On s'est mariés à 18 ans. On avait un gamin 4 mois après, quoi. Oui, oui. Alors, vous voyez, c'est... Mais vous avez vécu une grande et belle histoire d'amour, hein, avec, Voilà, oui, voilà, c'est ça, ouais. Et puis, là, j'ai 55 ans, maintenant. Oui, C'est bientôt la retraite, on avait déjà fait des projets et tout. oui, Voilà. vous êtes perdu sans elle. Voilà. Oui, c'est ça. C'est finalement, vous l'avez toujours eu connu dans votre vie, enfin, jusqu'à depuis Oui. vos 14 ans. Donc, la vie vous paraît très vite sans elle. Voilà. Oui. Et oui. Ouais, puis bon, bah, des fois, elle venait avec moi au camion et tout, quand on avait l'occasion de venir. Hum, hum, Elle venait avec moi au camion et tout, on a fait des voyages et tout. On a eu la chance d'aller en Grèce, dans les pays de l'Est, tout ça. Oui. C'était bien, quoi, vous voyez. Oui. Puis maintenant, on s'est dit, bon, les gamins sont grands et tout. On n'avait plus de soucis avec les gamins, on n'avait plus rien. C'était plus qu'à deux, on pouvait vivre tranquille, quoi. Puis voilà. Et oui, malheureusement, oui, parfois, la vie, c'est ça, c'est qu'il peut y avoir Oui. la maladie et le décès et qui bouscule comme ça tous nos projets. Mais vous voyez que vous n'avez, dans les faits, rien à vous reprocher puisque vous aviez des projets ensemble, mais on veut toujours, face à ce qu'on ne maîtrise pas, et donc la mort, quand ça nous échappe, on veut toujours essayer de donner un sens, et finalement la culpabilité, elle vient donner un sens, comme si on était coupable voyez, et coupable même aussi de peut-être de ce qu'on n'a pas fait. Alors évidemment, il y a toujours des choses qu'on n'a pas fait, hein. C'est comme sur les bulletins scolaires, on pourrait mieux faire, mais vous avez, elle était à vos côtés, votre épouse, oui, elle est restée là, vous aviez des projets ensemble, donc bon, vous aviez vous vous entendiez bien, c'est pour ça que c'est si difficile pour vous aussi. Voilà. Oui. Et même d'envisager, enfin, la vie, vous avez perdu comme une partie de vous-même, là. Ah bah oui, c'est comme si on m'aurait retiré la moitié de moi, quoi. C'est comme... je t'avoue que... Comme si vous vous sentiez un peu amputé. Voilà, c'est ça, ouais. Puis vous savez, quand je rentre en fin de semaine, des fois le vendredi, bon, j'aime pas ça, mais je préfère rentrer le samedi à la limite. Mais même quand je rentre le samedi, vous voyez, vous rentrez, voilà. C'est bizarre. J'ai toujours l'impression qu'elle sera là, quoi. Non, c'est pas bizarre, vous êtes évidemment, vous êtes aussi dans votre environnement, vous êtes dans cette maison où vous avez habité, où elle est encore très présente, forcément, hein, où elle est très présente. C'est à la fois peut-être aussi par moments ce qui vous fait du bien, et puis par d'autres moments ce qui vous fait un peu plonger. Il n'y a rien qui a bougé. Elle est partie comme ça. Oui. Vous ne pouvez pas toucher. Vous n'arrivez pas à toucher rien dans la maison. Mais mes gamins, ils ont dit on va venir pour faire un peu de nettoyage. Je peux pas. J'ai dit pour l'instant, je peux pas. Ils m'ont dit oui, mais bon, il faut te faire une raison. Mais on peut pas, vous savez. Mais il faut vous donner du temps. C'est-à-dire que pour le moment, vous avez l'impression, on peut avoir cette impression-là quand on a perdu comme ça l'être qu'on aime, que c'est comme un sacrilège de toucher ses affaires, c'est comme si on le faisait disparaître totalement. Hein? Voilà, c'est ça. Bon, mais vous savez, à un moment, quand le temps atténue un petit peu, adoucit la douleur.
Non, non, moi je vais vous dire, non, c'est ce qu'on m'a dit aussi, mais non, moi je vais vous dire, c'est pire, plus le temps est passe, plus c'est Oui, dur, en fait. Enfin, mais pour c'est moi, normal, ça ne fait qu'un oui. an et demi. Donc Oui. c'est très long quand on souffre. C'est Oui. très long, Jean-Pierre, hein, quand on souffre. Ouais. Mais Ouais, je sais, mais quand même, on essaie de sortir un peu et tout, mais je peux pas, oui, je peux pas, je peux pas. non, C'est mais pas si possible. vous voulez, quand on souffre, c'est très long. Mais vous vous rendez compte, votre épouse, vous la connaissez depuis que vous avez 14 ans, et Oui. elle avait 52 ans. Et vous Oui. avez 53 ans. Donc, Oui. vous vous rendez compte, c'est toute une partie de votre vie, là, une partie très importante de votre vie. Donc, c'est normal Oui, que vous voilà. soyez très perdu, au-delà évidemment de l'attachement et de l'amour que vous lui portiez. Mais tout ce que Ouais. vous avez vécu, c'est là, ça fait partie de vous, et d'où ce chagrin et cette peine. Mais c'est dans les premiers temps, on est un peu comme anesthésié, enfin on se dit que c'est pas vrai, que c'est impossible, et puis après, là vous êtes dans le moment où vous réalisez pleinement l'absence, hein, quand vous rentrez chez vous, que la maison est vide est vide d'elle, enfin bon, donc c'est là où c'est particulièrement douloureux. Mais viendra un autre temps où vous allez finalement intégrer petit à petit, accepter le fait qu'elle n'est plus là, et que vous pourrez quand même entrepercevoir un peu à nouveau, j'ose le mot, un peu de joie dans votre vie, malgré tout. Ouais, je peux pas. Pour le moment, Vous ça vous savez- semble impossible. Ouais, non, ça me semble impossible. Vous savez, Parce que les vous seules avez choses, l'impression c'est- pour le moment que rien n'a d'importance, parce que Voilà. c'est dans cette période-là, tout n'a. C'est vrai que c'est comme si il y a une partie de nous qui était un peu morte avec la personne. C'est une période comme ça à traverser qui est pénible. Mais je vous assure qu'après, on finit par accepter ce qui s'est passé. Cette acceptation, ça donne une forme d'apaisement. Mais il faut du temps, il faut vous donner du temps, et surtout être entouré. Est-ce que vous pouvez en parler ? C'est-à-dire, est-ce que là, vous avez très bien fait d'appeler. Vous voyez, ce soir, vous étiez Non, mais je vous mal. écoute tous les soirs. Mais vous avez bien fait d'appeler pour en parler. Mais est-ce qu'il y a à d'autres moments vous pouvez en parler comme ça quand vous en ressentez le besoin ? Difficile. Non, c'est difficile, vous savez. Je vous dis, le seul moment que j'ai un peu de comment dire, un peu d'oubli, on va dire. Oui. C'est quand je me retrouvais le soir avec les copains, avec les routiers, dans les restaurants, tout ça, voilà, Oui, parce que oui. on discute un peu. Oui, Voilà. ils sont là, ils vous entourent, voilà, ils sont généreux avec vous, ils vous entourent de leur affection, ils savent que c'est dur pour vous en ce moment. Oui. Hein? Oui, bah ça, oui. Oui. Ah, oui. Mhm. Donc quand Non, mais vous c'est êtes difficile, entouré ça. comme ça, là, vous vous sentez mieux avec vos copains. Voilà, oui. Bah, Oui. moi, j'ai toujours fait chauffeur routier, donc. Oui. Mais là, vous voyez, il y a Sergio justement qui dit, qui vous trouve très touchant. Il dit toute ma compassion et mon amitié à ce collègue. Bonne route merci, à lui et courage. Ouais. Hein, Sergio, que vous Oui, je sais qu'il y connaissez a beaucoup puisque. de routiers qui vous écoutent. Bah oui, Merci. oui, il y a beaucoup Moi aussi, je salue tous les collègues. Ouais. il y a beaucoup de routiers à l'écoute, Ouais. oui. Ouais. Et vous Mais vous savez, c'est difficile. Là. Mais oui, Surtout, c'est difficile. Pour une connerie de tabac, des fois, Ah, quand vous je vois des savez. jeunes filles et tout, qui fument et tout, je leur dis, non, savez. monsieur, vous savez pas la chance que vous avez. Oui, il y a aussi, bien sûr, mais bon, on n'y pense pas, voilà, forcément. Et puis il y a des gens aussi qui n'ont pas fumé et qui développent un cancer. Mais c'est vrai que forcément, effectivement, le fait de fumer, on accroît le risque. Hein, ça, c'est certain, c'est certain. Ouais. Et vous voyez vos collègues en dehors du travail, ou de temps en temps, non? Non, le week-end, je vous dis, je vais voir ma fille, c'est tout, ou mon fils, c'est tout. Ouais. Et le Non, soir, je vois pas parfois, vous êtes sur la route toute la semaine, et vous rentrez le week-end. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Quand, des fois, bon, bah, comme à ce moment, des fois, je bloquais le week-end aussi, parce que bon, voilà. D'accord.
Ouais. Je demande à mon patron, voilà, s'il peut me bloquer tout ça. Enfin, me bloquer, c'est moi qui demande, quoi. C'est un voyage à faire, parce que nous, on travaille sur l'Italie, la Grèce, tout ça, donc ça va. Oui, on fait quand même un peu de route, quand même. Vous savez, je crois que c'est important que vous puissiez, avec vos enfants, vous pouvez parler d'elle, de votre femme. Et ils parlent de leur mère. Bah, ils savent, hein, mes gamins, même ma fille, ils savent, hein, de toute façon, même ma femme, elle avait dit à mes gamins qu'elle voulait pas se faire vieillir. En plus, ma fille, elle a 35 ans aussi. Comme je vous dis, on s'est marié jeune, à 18 ans. Elle a déjà eu un gamin à 18 ans, vous voyez. Donc, et même avec sa fille, personne ne croyait que c'était sa fille. Tout le monde croyait que c'était sa sœur, quoi, quand ils étaient ensemble. Vous voulez dire qu'ils se consolent un peu comme ça, en me disant que elle n'aurait pas aimé vieillir? Ma femme? Oui. Parce que ça fait plusieurs fois que vous me dites ça. Oui. Ben pour elle, oui, voilà, elle ne voulait pas vieillir, en fait, voilà, c'est tout. C'est une femme assez coquette, tout ça, elle aimait bien s'habiller et tout, vous voyez, elle avait 53 ans, mais voilà. Alors il y a Yvon qui vous envoie un message, qui est un autre collègue et qui vous soutient. Et puis il y a également Céline qui dit, vous savez, perdre un proche d'une maladie, c'est évidemment très dur, mais le temps va aussi vous apaiser et vous ne garderez plus que les bons souvenirs. Céline qui vous souhaite beaucoup de courage. Il faut compter sur le fait qu'à un moment, vous allez passer par différentes étapes et qu'il y a un moment où votre douleur sera un peu adoucie. Vous souffrirez moins. Mais il y a un moment, c'est incontournable ce que vous traversez. Vous en parlez, vous pouvez en parler avec votre médecin traitant? Oui, mais bon, les médecins, vous savez, ils vous donnent des machins, des cachets et tout, vous prenez ces cachets et tout, vous êtes à moitié endormi et tout, moi je peux pas, moi je suis sur la route, vous comprenez? Je peux pas m'amuser à prendre des cachets que c'est sur la route. Oui, sur la route, vous ne pouvez pas. Non. Sur la route, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre des choses qui vous endorment, oui. Bah non, les cachets, et il y a beaucoup de choses, effectivement, anxiolytiques ou même certains antidépresseurs, effectivement, qui peuvent diminuer la vigilance. Oui, c'est compliqué. Bah voilà, sur la route, moi je peux pas. Bon, j'ai essayé au début, j'en prenais, mais après je voyais que j'étais trop fatigué. Vous étiez fatigué. Oui, non, ça c'est sûr qu'il faut que vous soyez prudent. Oui. Non, mais bon, comme je vous dis, dans la semaine, ça va à peu près, quoi. Oui, c'est quand. C'est quand vous vous retrouvez le soir. Oui. Ou le soir, mais c'est pour ça que je vous dis tous les soirs, je vous écoute et tout. Ben voilà, on est là, et puis quand vous avez comme ça où vous vous sentez moins bien, des moments où vous pouvez appeler. Oui. Et puis il y aura comme ça, vous avez vos copains routiers qui sont avec vous, qui vous entourent de leur affection, et puis il y a ceux de la nuit, la communauté de la nuit, qui vous transmettent leur affection comme ça par leur message téléphonique. Allez, on vous embrasse, Jean-Pierre. Bon courage, prenez soin de vous. Au revoir. Oui, merci bien. Au revoir, Jean-Pierre. Merci bien. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Bonsoir Daniel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et merci beaucoup de prendre mon appel. Mais je vous en prie. Juste avant de commencer mon histoire, j'ai pris ce monsieur un peu en route, mais je voudrais lui dire si c'est juste, si j'ai bien compris, il a perdu une femme qu'il a beaucoup aimée, c'est ça? Oui, c'est son épouse qu'il a rencontrée alors qu'il avait, avait 14 ans, et elle est décédée, elle avait 52 si ans. Longtemps, si vous pouvez lui communiquer, moi j'ai pas de comment dire, pour écrire, comment ça s'appelle, de stylo? Non, pas de stylo. Je pense que vous recevez les messages par Internet, c'est ça? D'adresse mail. Vous n'avez pas d'accord, vous n'avez pas Internet. Non, j'ai pas. Donc oui. Je voulais simplement lui dire que ce qu'il doit garder de positif, parce que par rapport à des gens, et Dieu sait s'il y en a, qui se séparent au bout de 20, 30 ans
avec un divorce difficile, une vie extrêmement difficile, ça laisse non seulement une amertume, mais des blessures terribles. Ça n'a pas nourri la personne dans sa vie, dans son corps. Alors qu'une personne qui perd, évidemment, c'est terrible, mais qui a vécu de longues années de bonheur et d'harmonie avec quelqu'un d'autre, je pense que c'est quelque chose d'assez rare déjà, et qui doit garder comme un trésor, comme quelque chose de positif, qui nourrit sa mémoire et qui nourrit l'harmonie dans sa famille. Je suis d'accord avec vous. Je sais, évidemment, il y a cette douleur terrible de cet amour qui n'est plus là et qui manque terriblement, mais en même temps, cet amour qui continue finalement. Voilà, il y a une force qui est là, cette force qu'il a insufflée. Il ne peut avoir dans son cœur et dans son souvenir que des bons souvenirs, même s'il y en a eu toujours des difficiles, mais il va garder des bons souvenirs. Il va garder cet amour, et ça, c'est dans une vie, c'est extraordinaire, alors que l'amertume et les chagrins... Oui, le deuil est plus compliqué quand la relation était difficile, conflictuelle avec la personne décédée, parce qu'on garde un goût, comme vous dites, amer de ce qui aurait pu être, et peut-être, tant que la personne est vivante, on peut se dire, ça peut s'arranger. Hein, on peut garder, même si on est fâché avec elle, cet espoir secret que ça va s'arranger. D'un divorce et puis de la mort de la personne. Oui, mais je parle moi aussi de par rapport à la mort, parce que finalement on pourrait se dire pourquoi cette personne s'effondre alors que la personne décédée n'avait pas de lien avec elle était fâchée avec la personne décédée ou très en conflit avec elle. Non, mais parfois quand ça arrive, justement, le deuil se complique parce que dans ces cas-là, si vous voulez, c'est encore un autre cas de figure. On peut espérer, tant que la personne est en vie, même si on ne fait pas de démarche, que ça va s'arranger. Et malheureusement, quand la personne n'est plus là, on est confronté au plus jamais. C'est le plus possible. Il peut y avoir même des problèmes de culpabilité. Oui, alors moi, je ne sais pas si votre gentil... La personne qui m'a reçu très gentiment vous a un petit peu rapidement décrit pourquoi je vous appelle. Alors, vous vouliez parler de 3 thèmes qui sont liés, le pardon, la rancœur et la perversité. C'est des thèmes, thèmes costauds, on peut aller jusqu'à 1 heure là. Non, écoutez, vous m'interromprez quand ce sera... Non, je voulais un petit peu que vous me disiez ce que vous pensez de ce parcours, que j'ai essayé d'être rapide. Et le principal thème, c'est en effet la perversité d'une mère qui a détruit 4-5 générations, à qui que j'ai essayé de retrouver au moment de sa mort pour avoir au moins quelques paroles de pardon de sa part, que je n'ai pas eu. Et bon, c'est quelque chose de difficile. Comme je disais à votre gentil garçon là, je ne suis pas croyante, donc je ne suis pas dans l'idée de me dire si je demande pas pardon, je vais aller en enfer, il faut demander pardon. J'en suis pas là, mais c'est quand même une interrogation, et c'est difficile, voilà. Ah oui, le pardon. Tiens, c'est curieux parce qu'hier, en raccompagnant Sylvie Tenenbaum après l'émission, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute hier soir, la psychothérapeute présente, elle m'a dit qu'elle avait écrit, alors je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, un livre sur le pardon, autour du pardon. Oui, ce qui est un sacré thème, parce que c'est un thème très récurrent et qui doit bouleverser beaucoup de gens, mais culpabiliser beaucoup de gens. Mais les psys écrivent rarement là-dessus, parce qu'il y a quelque chose de plutôt religieux dans cette dimension du pardon. Oui, voilà. Donc je lui ai dit que j'étais intéressée pour voir ce qu'elle allait en dire autour du pardon. Mais le pardon, vous le concevez comment? Parce que vous dites que c'est quand même très dur. Elle vous dit qu'elle a démoli 4 générations. Donc je me demande si, je ne sais pas, si elle avait demandé pardon, est-ce que je garderais cette espèce de rancœur qui non seulement est vis-à-vis de moi, mais surtout vis-à-vis de mes enfants, parce que elle a complètement squatté mes enfants, elle leur a donné des antivaleurs, elle a eu une extrême mauvaise influence sur eux, et donc c'est quelque chose qui jusqu'à aujourd'hui me poursuit et me fait du mal. Donc c'est une personne qui, malgré qu'elle soit décédée, elle est toujours là dans cette histoire de la famille, avec une vieille tante qui a souffert terriblement. Et puis, elle a bousillé ses parents, sa sœur, ses 2 enfants, c'est-à-dire mon frère et moi, mes enfants, et je dirais par ricochet mes petits-enfants, mais là, on s'en va plus loin. Et puis, il y a la distance avec le Brésil, parce que tout ça s'est mélangé avec ce pays. Donc, c'est très compliqué. Mais donc, c'est cette espèce de rancœur qui
qui n'est pas bonne évidemment et que je ne sais pas comment l'apaiser parce que j'y pense pas tous les matins, mais il y a beaucoup de situations, la séparation. Mais semble-t-il, d'après ce que vous me dites, alors ça serait très compliqué puisque d'en parler ici à l'antenne parce que c'est sur plusieurs générations, mais vous êtes d'abord, ça touche à votre mère, donc c'est compliqué de ne pas y penser parce que c'est quand même un lien très intime, le lien à la mère. Attendez, je vais vous dire tout de suite et vous allez trouver ça épouvantable. Je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent. Bon, j'ai pas connu ma mère lorsque j'étais petite parce que c'était une grande chanteuse d'opéra, une diva, et elle était toujours par Mons et par Vaux pour faire des représentations. Elle est partie au Brésil justement pour faire des représentations. Elle m'a laissé, moi j'avais 8 ans, mon petit frère, mon demi-frère qu'elle avait eu avec un autre monsieur, il avait 6 mois et elle est partie, elle s'est plus occupée de nous. Et quand j'ai eu 14 ans, elle s'est rappelée qu'elle avait des enfants et donc elle m'a fait venir. Le père de mon frère n'a pas voulu le laisser venir. Et moi, je suis allée là-bas et j'ai trouvé une femme que je ne connaissais pratiquement pas et pour laquelle j'ai eu, sur le moment, c'était tout à fait inconscient, un recul. On m'a dit, mais c'est ta mère, embrasse-la. J'ai eu beaucoup de mal à l'embrasser et j'ai détesté cette femme depuis toujours. C'est terrible. Vous ne la connaissiez pas, à vrai dire. On a toujours besoin d'une mère. J'ai dit, mais non, mais j'ai toujours détesté cette femme. Je n'avais rien à voir avec cette femme. Rien du tout. Non. Alors, en même temps, vous deviez certainement vous faire une idée d'elle aussi très forte, puis cette mère qui était absente. Mais vous retrouvez une inconnue. Ben, vous retrouvez une inconnue. C'est-à-dire que vous étiez bien là où vous étiez pendant ces premières années, j'imagine. Oui, c'était pendant la guerre. J'étais ballottée. J'étais une patate chaude parce que, ma mère et mon père n'étaient pas mariés. Ma mère a quitté mon père très tôt. Et donc... c'est mes grands-parents, c'est ma tante, la pauvre, justement, qui avait 15 ans lorsque ma mère est partie, qui s'est retrouvée avec 2 gamins sur les doigts, sur les genoux pour s'en occuper. Donc un peu ma tante, un peu mes grands-parents, un peu mon beau-père qui était un peu vicieux sur les bords, mais enfin bon, il m'a fait des attouchements, mais c'est pas grave du tout, ça n'a pas été très loin, enfin pour dire que c'était pas quelqu'un de très agréable. Plus les attouchements sont toujours graves. Hein. Donc non, j'étais une patate chaude, mais j'étais bien en France, malgré la guerre, les privations, et puis ces allées et venues un peu chez les uns. Mais en quoi vous a-t-elle fait souffrir, vous? Comment? En quoi vous a-t-elle fait souffrir, vous? Qui, ma mère? Oui. Une fois que vous l'avez retrouvée. Non. Outre le fait que vous avez retrouvé une étrangère, finalement, vous ne la connaissiez pas. C'était totalement une étrangère. Oui, mais pu une en étrangère. quoi vous a-t-elle fait souffrir après, outre le fait que vous ne la connaissiez pas? Non, j'ai commencé à souffrir bien des années après, peut-être à mon retour en France, quand j'ai commencé à me structurer, parce que si je suis partie, c'est que j'étais une espèce d'ectoplasme, je n'existais pas. J'étais arrivée au Brésil, j'avais 13 ans, j'en suis revenue à 46 et je n'avais pas grandi d'un iota, ni rien du tout. Et j'ai fait quelques petites psychothérapies par-ci par-là, mais c'est en parlant justement et en essayant de grandir et de maturer, surtout d'avoir une certaine maturité que je n'avais pas, que j'ai compris tout le mal que ma mère avait fait à mes enfants. En quoi? Qu'est-ce qu'elle leur a fait? C'était une perverse qui, elle mentait, elle volait, au début, c'était des petits détails. Je disais à mes enfants, lavez-vous bien les dents, mangez pas de bonbons après le soir. Elle allait derrière moi et puis elle mettait des bonbons sous les oreillers. Et après, quand ils ont été adolescents, je leur donnais plus d'argent parce que ils achetaient de la marijuana, du hashish. Elle passait derrière moi, elle donnait de l'argent pour qu'ils se droguent. Et même, elle a été jusqu'à acheter des médicaments, beaucoup du Lexomil, qu'elle m'a fait venir de France en disant que c'était pour elle et c'était pour donner à une de mes filles qui se droguait. Bon, elle apprenait à mon fils à voler dans les magasins. Enfin, c'est là que j'ai appris à détester cette femme qui avait cette emprise et en même temps à me détester moi de ne pas avoir rien vu au Brésil, de l'avoir laissé faire et vous savez, il y a une psy qui m'a dit un jour, mais madame, quand vous êtes revenue en France et que vous avez laissé vos 2 enfants aînés là-bas, même s'ils avaient que 18 ans et 21, ils étaient plus des enfants, mais est-ce que vous ne vous êtes pas dit que pour la 2e fois, vous lui faisiez cadeau de vos enfants? Et quand elle m'a dit ça, j'ai tout compris, j'ai dit mais oui.
Ben oui, en effet, pour la deuxième fois, je lui ai donné les enfants et j'ai surtout compris que je lui avais donné dès le départ parce que... Bon, mais quand vous dites que elle a détruit aussi ses propres parents, enfin, je veux dire, souvent, si votre mère a eu un tel comportement comme ça sur des générations, à un moment, elle aussi, elle est le maillon d'une chaîne. Mais vous savez, voyez, j'ai envie de dire, les enfants, moi j'ai envie de dire, au départ, un enfant, il est responsable de rien dans une histoire. J'entends pas très bien. J'ai envie de dire, au départ, un enfant, il est responsable de rien. Donc, à un moment, quand vous me dites votre mère, elle a détruit ses propres parents, Oui. je ne sais pas de quels parents elle a eu. Voyez, et eux-mêmes, pour des parents souvent mal aimants, ils sont les maillons d'une chaîne. Hein. Bien sûr, vous Voyez, avez raison. ils sont les maillons d'une chaîne. Il y a Mais du mal, du exactement, non-amour, Caroline. du mal-amour qui se Tout à transmet. fait. Vous savez, peut-être cette psychothérapeute que j'ai vue, un jour, elle m'a dit, justement, parlant de ce pardon, elle m'a dit, si vous arriviez à savoir ce qui s'est passé dans l'enfance ou l'adolescence de votre mère, Oui. pour qu'elle ait ce comportement, Oui. vous pourriez pardonner. Mais malheureusement, personne, parce que mes grands-parents étaient morts, ma tante Oui. elle n'avait que comment dire, elle avait 10 ans lorsque sa sœur est partie au Brésil. Et elle a rien suivi. Elles ont 10 ans de différence. Donc, elle ne sait pas, puis c'est quelqu'un d'assez timoré qui m'aurait jamais dit s'il y avait eu quelque chose. Oui, c'est compliqué. C'est là souvent quand on fait un travail de thérapie, c'est vrai qu'on invite ce que faisait votre thérapeute quand les parents sont vivants à pouvoir que la personne en thérapie essaye de savoir des éléments de son histoire, y compris d'ailleurs de son histoire même avant sa naissance, ce qui a pu se passer pendant la grossesse, enfin la rencontre de ses parents, la grossesse, après, au moment de l'accouchement, tout de suite après, dans les premiers temps qui sont des temps tellement importants pour un être humain. Alors, et parfois de demander à des personnes de la famille qui peuvent être des témoins. De famille à part cette vieille tante. Mais si vous voulez, parce que vous avez raison, votre mère, elle est pas arrivée, elle est pas née par génération spontanée. Donc il y a toute une histoire derrière. Et vous, si vous voulez, votre personnalité s'est aussi construite dans ces 14 premières années où vous avez quand même, vous dites, été ballottée comme une patate chaude. Ah oui, complètement. Ce qui n'est pas très stabilisant. Mais j'étais pas malheureuse, hein, pas du tout. Et ma mère me manquait pas. On me disait... Mais j'ai pas dit que votre mère. Non, je ne dis pas que votre mère vous manquait. Mais je veux dire dans cette colère aussi, dans ce qui a pu être exprimé, ça peut venir dans l'après-coup. C'est-à-dire que vous avez pu vous faire une certaine idée d'elle, une idéalisation, je ne sais pas comment on a pu vous parler d'elle, et dans la réalité, la rencontre a été pas à la hauteur de vos attentes. Il y avait un beau portrait d'elle en costume de Thaïs, puisqu'elle chantait Thaïs, entre autres, ou la Tosca. Et puis... Mais avoir une mère qui est une diva, c'est déjà pas simple. Et alors il y avait un beau portrait d'elle comme ça dans le salon et on me disait mais écoute Daniel, écris à ta maman. Alors je me forçais à écrire mais c'est tout, on m'en parlait pas plus que ça. C'est-à-dire que mes grands-parents étaient admiratifs du talent qu'elle avait. C'est vrai, elle avait un talent, mais c'est pas pour dire, mais elle avait la même voix que Calas. C'était quelque chose oui, en effet. Et elle avait une prestance et une assurance sur scène. Moi, je l'ai vue 2 ou 3 fois, qui était tout. Mais le talent, Mais peut-être pas dans la vie. Et peut-être d'ailleurs, elle a fait cette carrière. Qui sait? Peut-être pour avoir cette reconnaissance, être sur scène, être vue qu'elle ne trouvait pas peut-être dans sa famille. Qui sait? Ma mère, elle était très bête. Hein. Elle avait ce don. Elle a pu le cultiver et devenir une grande actrice, mais elle n'avait aucune culture générale et elle était très très bête. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Mais par rapport au pardon, pour conclure, je dirais que c'est vrai que peut-être que vous pourriez, moi ce que j'entends quand même, qu'il y a quelque chose. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de votre travail que vous devriez continuer. Oh non, écoutez, j'ai vu pas mal de psy, tout ça, j'en ai vu Mais oui, mais il y a un besoin de parler encore il y a quelque chose qui reste en suspens, qui reste inachevé. Oui, ça, c'est certain. Voyez? Alors c'est vrai que vous avez raison, à un moment, on ne peut pas être en thérapie, il ne s'agit pas d'être en thérapie tout au long de sa vie, ça n'aurait pas de sens. Vos secrétaires ont dit, mais j'ai plus toute jeune, hein, je vais avoir 80 ans l'année prochaine. Oui, mais alors je vais vous... Ah non, écoutez, peu importe, mais vous savez, l'âge n'est pas un obstacle à une thérapie, n'est pas un obstacle d'ailleurs pour aller mieux et pour être plus en paix avec soi-même. Et il y a aussi une chose que mes enfants m'ont dit et que mes amis ont dit, parce que...
n'ayant pas la parole au Brésil parce que Oui. j'étais immature et n'ayant pas d'amis, ne connaissant personne, je me suis défoulée quand je suis revenue en France parce que j'ai trouvé un accueil de femmes tout à fait extraordinaire. Oui. Mais au bout d'un certain temps, justement, j'avais tellement besoin de parler, puis vous avez dû remarquer, je suis bavarde, et j'avais Oui. tellement besoin de parler qu'il Oui. y a eu un certain moment où j'ai senti que ça lassait les gens disaient j'en ai assez de tes histoires avec ta mère, tu nous embêtes, etc. Oui. Donc j'ai arrêté de parler. Mais Oui, mais J'en ai parlé, elle a hein. dû être. Votre mère, c'est un peu la statue du commandeur. Comment Votre mère, c'est un peu la statue du commandeur. Elle a dû être aussi. Elle a été absente les 14 premières années de votre vie, Ouais. et après, elle est omniprésente. Absolument. Et même décédée, elle reste Tout à fait. omniprésente. Ouais, c'est Il y a exactement ça, il y a oui. un contraste terrible dans votre histoire, dans la façon dont vous nous narrez votre histoire. Et vous savez, ce qui est très dur aussi, Absence, je parle de- présence, omniprésence. Ouais, et quand je parle de rancœur, vous savez, c'est aussi parce que, et je peux comprendre ça, mes enfants qui l'ont connu en tant que petits-enfants d'une personne qui leur passait tous les caprices, eh bien, ils ne peuvent pas comprendre mon histoire. J'en ai parlé, j'aurais Non, peut-être mais pas parce dû. que c'est la vôtre. Et c'est pour ça que je pense que quand je dis qu'il reste quelque chose d'inachevé, Oui. c'est par rapport à cette importance qu'a votre mère encore sur vous. Mais qu'est-ce que vous entendriez, par exemple, en tant que psychanalyste, ou si j'allais voir encore de nouveau un psychanalyste, comme achèvement? Qu'est-ce que vous entendez Alors, par achèvement? je sais pas, moi je dirais pas forcément un psychanalyste, là, plus une psychothérapie en face à face. Enfin, quelque chose de l'ordre, voyez, plus quelque chose de plus interactif. Oui, j'en ai vu une dame comme ça qui était pas mal, mais j'ai surtout parlé de, je sais pas, il y avait tellement de choses, vous savez, l'alcool. Oui, il y a beaucoup de choses, mais si vous voulez, pour pas forcément d'ailleurs remuer tout ce qui a Oui, été c'est ça, c'est vécu, que j'avais mais plus pour envie quelque de chose. ressasser tout Non, ça. mais je dis pas dans ce sens-là. Je dis pour trouver un apaisement. C'est un peu ce que dit Ninon, qui dit bon, votre mère est décédée. Est-ce qu'il s'agit de pardon? Mais en tout cas, il s'agit de ne plus lui accorder autant de pouvoir sur votre vie. Et cette décision, vous seul pouvez la prendre. Bien sûr, je comprends. Vous voyez, tout à c'est là fait. où vous pouvez reprendre le pouvoir sur votre vie. C'est-à-dire, c'est vous qui avez les clés, les choses en main. Et c'est là où il y a je vous disais, il y a quelque chose autour de cette absence, omniprésence et toute puissance finalement de cette mère diva quand même. Hein. Donc ça compte aussi, ça. Je peux vous raconter rapidement un petit cauchemar que j'ai fait, qui est très symptomatique vite. de ce que vous Oui. me dites. Oui. Mon fils, mes enfants sont au Brésil. Mon fils maintenant a 58 ans. Bon, il a toujours fait du surf, donc il a toujours même, peut-être pas maintenant, mais il a toujours fait du surf, etc. Et les os, les cendres de ma mère, ces os ont été jetés par mes enfants dans la mer. Et j'ai fait le cauchemar suivant, c'était épouvantable. Oui. J'ai même appelé mon fils au milieu de la nuit. Mon fils faisait du surf et puis il se noyait. Et je voyais ma mère comme une gorgone sortir des flots et il y avait une espèce de voix en leitmotiv dans ma tête, terrible, très forte, qui disait « Et la mère », alors vous voyez le jeu de mots psy en même temps, « Et la mère l'a repris, et la mère l'a repris, et la mère l'a repris ». C'est un cauchemar que je n'oublierai jamais. Oui, en effet. Oui, c'est vraiment, on est dans la dévoration, dans quelque chose de cannibalique. Ah, complètement. Surtout qu'au Brésil, il y a un mouvement dans les années 30 qui s'appelait l'anthropophagie. Alors, vous voyez, on est plein dedans, comme vous dites. Mais oui, mais finalement, on est dans c'est la matrice originelle, hein. Donc, il peut y avoir dans ce fantasme comme ça où on n'arrive pas à sortir au fond. On n'est pas sorti de cette matrice Vous savez, originelle. Donc, vous voyez, et c'est intéressant parce que vous faites le lien avec votre âge, Daniel. Vous dites, oh, mais quand même, à 80 ans, est-ce que ça vaut le coup? Je dis oui, ça vaut toujours le coup. Et je sais qu'il y a des psys qui sont plus réticents à partir d'un certain âge, dire pourquoi remuer des choses sur son histoire, et d'autres qui disent il n'est jamais trop tard pour aller mieux, pour être plus en paix avec soi-même, plus en accord avec soi-même. Et c'est là où la thérapie, elle est différente.
C'est-à-dire qu'on ne va pas aller retravailler toute une vie, toute une histoire, mais elles sont souvent très riches et on amène à trouver une forme d'apaisement, et là vraiment pour le coup pour aller mieux il n'y a pas d'âge. Et par rapport à ce, vous avez en plus un inconscient extrêmement riche, là, fleur de peau, donc franchement ça vaudrait vraiment la peine d'aller en parler pour ne plus vous laisser dévorer et envahir comme vous l'êtes actuellement. Oui. Vraiment. Et puis comme dit Maddy, ne plus vivre dans la rancœur aussi. Comment ? Comme dit Maddy qui envoie un petit SMS pour ne plus vivre dans la rancœur et ne plus être dévoré surtout. Donc allez vraiment en parler. Oui, oui. Merci de votre confiance, Daniel. Merci à vous beaucoup, Caroline. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Europe 1. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. José María. Bonsoir. Attendez, avant d'accueillir Lilia, quelques SMS pour Daniel. Violaine qui dit si Daniel considérait que sa mère n'était pas intelligente, quelle frustration elle a dû ressentir. C'est peut-être cela qu'elle garde en travers. Alors, frustration et culpabilité, hein, peut-être, parce que c'est jamais facile de dénigrer ses parents. Et puis il y a Cathy, c'est intéressant aussi, qui dit mais cette mère artiste finalement, en êtes-vous fière ou jalouse? C'est ça, il peut y avoir de l'ambivalence dans les sentiments, surtout à l'égard d'un parent. Bonsoir Lilia. Caroline. Bonsoir. Je suis ravie de vous avoir à l'antenne. Mais moi aussi. C'est gentil. Mon histoire, c'est, je résume, je sortais avec quelqu'un pendant une année. Oui. Et ça se passait très très bien. Et après, les derniers mois de l'année, il m'a trompée avec sa collègue. Et la rupture a été très très difficile pour moi. J'ai subi un choc très fort émotionnel. C'était très fort pour moi. Au point où j'ai eu une tumeur au sein, mais Dieu merci, bénie, vous voyez. Oui, et voilà, c'est le choc, comme m'a dit le médecin, le choc était très fort. Et après, si vous voulez, après 8 mois, il me rappelle en fait la nouvelle année 2012. Il m'envoie un SMS, je te souhaite bonne année, voilà. Donc j'ai pas réagi. Oui. Et après il m'a appelé. Donc quand il m'a appelé, j'ai décroché. Oui. Et voilà, donc il me demandait qu'on se revoie et voilà. Donc j'ai accepté vu que je savais que quand on aime quelqu'un de très fort, c'est malgré qu'il m'a fait du mal. Bon. Donc on a repris, c'était bien, on s'entend bien en fait sur tous les plans, hein, on s'entend très très bien. Et là il y a à peine un mois et demi, il repart avec cette femme. Et là je comprends rien. Il y a, si vous voulez, début septembre, on était ensemble chez lui. Oui. On a passé une très très belle nuit, c'était vraiment très bien, comme toujours. Et puis le matin, on se réveille, on discute. Puis après, lui, il attend la cuisine. Moi, je me prépare pour aller travailler et tout. Et puis après, il me dit, j'ai dit, mais pourquoi tu es dans la cuisine et tu viens ici, tout ça. Après, il me dit, tu m'étouffes. J'ai dit, moi, je t'étouffe. Je dis, comment ça, je t'étouffe? Je t'appelle pas tous les jours, je t'envoie pas tes SMS tous les jours, pourquoi tu me dis ça? Et bien avant ça, avant que je vous dise, Caroline, quand on discutait, quand elle se réveillait, il avait le portable et il regardait. Et de nature, je suis pas très très curieuse, mais bon, j'ai posé la question comme ça. J'ai dit, ah tiens, tu as des photos, j'aimerais bien voir et tout. Ah, mais c'était curieux. J'ai dit, non, si tu veux pas montrer, ne montre pas. Et après, il m'a montré les photos et c'était sa collègue. Et j'ai rien dit, vous savez, j'ai bloqué. Oui, je comprends. Il me dit, il y a de quoi. Voilà, j'ai bloqué, j'ai rien dit. Il y a de quoi, oui. Et voilà. encore, vous n'avez rien dit, ce qui, d'autres auraient réagi, plus fortement. Oui. Je n'ai pas réagi, comme mais ça vous a...
séparée de son mari, il a 2 enfants. C'est-à-dire qu'elle lui a envoyé des photos, il a trouvé ça à son réveil, à votre réveil. En fait, il jouait avec son portable. J'ai dit, tiens, j'aimerais bien, qu'est-ce que tu vois? Il me dit, je vais te montrer, mais tu es curieux. J'ai dit, non, c'est comme tu veux me montrer ou tu veux pas montrer. Alors, il m'a montré les photos et après, il me dit, c'est ma meilleure amie. Vous savez, il y a un truc qui s'est passé en moi, j'ai bloqué carrément. Mais il savait que vous saviez qu'il avait une liaison avec elle. Et il vous dit que c'est sa meilleure amie? Ah oui. Il m'a dit que c'est ma meilleure amie, ouais. Non, mais c'est pervers de sa part de vous dire ça. Ouais. C'est ça. Pourquoi il vous raconte ça? Enfin, il sait très bien que vous étiez au courant que c'était avec elle qu'il était sorti. Oui, mais quand il est revenu, il m'a dit de toute façon, on n'en parle plus. C'est fini. Mais alors qu'il vous montre pas des photos d'elle, pourquoi il garde des photos d'elle sur son portable? Je sais pas. Il sait pas que je la connais physiquement, peut-être. Je ne sais rien, mais voilà, mais moi je la connais. Il ne sait pas que, d'accord, il sait que vous savez que, il sait que vous savez qu'il est sorti avec une collègue, mais vous n'êtes pas censé savoir à quoi elle ressemble. Voilà. Oui, enfin bon, écoutez, étant donné qu'il y a déjà eu, il est quand même parti après avoir eu une aventure. Là, il vous dit, oui, je reçois des photos d'une femme et il y a un doute. Enfin, je sais pas, c'est pas très clean de sa part. En fait, il n'a pas reçu. En fait, il va chez elle, il a pris les photos chez elle. Vous voyez, c'est des photos qui sont prises avec son portable chez elle. C'est ça. Mais je vois pas pourquoi il vous les montre. Je sais pas. En fait, c'est moi qui ai demandé. J'ai pas demandé à voir ces photos. Oui, d'accord, mais enfin. Je lui ai dit j'aimerais bien voir des photos sur ce que tu as, quoi. Qu'est-ce que tu fais, c'est tout. Et il me les a montrées et puis voilà. Et puis je suis rentrée et je l'ai rappelé quelques jours après. Il m'a pas répondu. Je lui ai envoyé un message. Il a pas répondu, donc du coup j'ai pu rappeler, j'ai pu envoyer le message. Mais je lui ai laissé un message vocal lui disant que ce qu'il faisait c'était pas bien et que pourquoi est-ce que tu es dur comme ça avec moi alors que on s'entend bien. C'est ça qui me torture, Caroline. Et j'ai somatisé parce qu'on n'a pas mis les points sur les i. Vous voyez, on n'a pas parlé comme si qu'il avait fui. Et le seul truc qu'il a trouvé à me dire, c'est que je l'ai tout fait alors que je ne suis pas du tout comme ça. Jamais. Donc voilà, il y a, en fait, la première rupture, c'est une chose et ça, c'est une chose. C'est encore pire que la première parce que j'ai encore plus mal et le fait que j'ai pas parlé avec lui et le fait que j'ai pas mis les choses au clair, ça me et c'est pourquoi. Mais il est où là actuellement? C'est-à-dire actuellement vous êtes ensemble ou vous n'êtes plus ensemble? Non, enfin, depuis septembre, plus de coups de fil, plus de SMS, rien du tout. Depuis cette histoire de photos, vous vous êtes pris la tête là autour de ces photos. Depuis septembre, septembre. Là, il y a son anniversaire qui sera après. Mais c'était un peu téléphoné, le côté tu m'étouffes, c'est-à-dire qu'il faisait en sorte de provoquer une rupture finalement. Voilà, tout à fait. Moi, je pense, à vous entendre. On va continuer à en parler, Lilia, après le journal. Ne recrochez pas. D'accord. À tout de suite. Merci d'écouter Europe 1. Il est minuit et le journal est présenté par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. C'est la réunion de la dernière chance. Médecins, complémentaires santé et assurance maladie poursuivent ce soir à Paris leurs négociations sur les dépassements d'honoraires. Ils doivent impérativement trouver un accord, sauf que le président de la Confédération des syndicats médicaux français, Michel Chasson, n'est guère optimiste. Ce genre de négociation qui commence à 19h30 pour se terminer à 6h ou 7h du matin, est-ce que vous croyez que c'est bien sérieux en 2012 ? Moi, je crois que c'est pas sérieux. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Et c'est certainement pas en plus en brandissant des gourdins, des matraques à l'encontre des médecins qu'on va avancer. C'est parfaitement inacceptable. Je veux dire par là que si le gouvernement était tenté de passer en force, pourquoi ne le fait-il pas maintenant ? Pourquoi attend-il une négociation pour le faire ? Donc, si aujourd'hui, effectivement, le gouvernement espère que cette nuit va être propice à un accord, c'est qu'il y a peut-être quelques raisons d'espérer. On verra. Toujours est-il qu'aujourd'hui, et au moment où je parle, personnellement, je suis plutôt pessimiste quant aux chances réelles d'un accord, tellement, finalement, nos partenaires ne font aucun effort, et tellement, finalement, tous les efforts sont demandés aux médecins, exclusivement aux médecins.
Michel Chasson, le président de la Confédération des syndicats médicaux français au micro européen de Walid Berissoul. Le gouvernement demandera au Parlement de légiférer s'il n'y a pas d'accord. Florence Lamblin quitte finalement ses fonctions. L'élu écologiste du 13e arrondissement de Paris a démissionné de ses mandats, a indiqué son avocat qui précise que sa cliente a régularisé sa situation auprès du fisc en signant un chèque de 31 000 €. Florence Lamblin, je vous le rappelle, est mise en examen dans une affaire de blanchiment d'argent et placée sous contrôle judiciaire. Ce coup de massue pour les employés d'Electrolux, le fabricant suédois d'électroménager, entend céder ou fermer dans les 2 ans son usine de lave-linge des Ardennes. Le site de Revin emploie 419 personnes. Les salariés se sont immédiatement mis en grève. Ils ont manifesté dans les rues de la préfecture Charleville-Mézières. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Lionel Gougelot. 200 salariés d'Electrolux improvisent un rassemblement dans les rues de Charleville-Mézières. À quelques mètres de là, les responsables syndicaux de l'usine sont en réunion à la préfecture. Cadres ou employés, ils sont tous sous le choc de l'annonce faite ce matin. Le groupe suédois affiche des bénéfices en hausse de 19%, mais leur site semble condamné, d'où la colère de Patrick, représentant CGC. L'usine, elle est rentable. Tuer cette usine-là, c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique pour l'usine, pour les employés. On s'est donné tous pour transformer cette usine-là, la faire vivre dans le monde économique d'aujourd'hui qui est rude. C'est une tristesse, je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est un gâchis, quoi. Un gâchis humain. Après la délocalisation en 2010 d'une partie de leur production en Pologne, les salariés d'Electrolux espéraient que ce site historique de Revin serait épargné. Il n'en sera rien. Nouveau coup dur pour l'emploi dans la région après 2 fermetures d'usines en 2 ans. Et pour Candice, 20 ans d'ancienneté, il n'y a plus d'avenir. Il y a beaucoup de gens, ils ont fait une grosse partie de leur carrière ici et ils ont leur vie qui est ici. Alors on ne perd pas que notre boulot, on perd notre vie en gros. Là c'est un gros coup pour le moral et là on est vraiment écœurés. Il y a des gens qui ont des compétences qui vont certainement retrouver quelque chose, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester sur le carreau. Et malgré le communiqué rassurant de la direction, personne ici ne croit en la solution d'un repreneur. Revin, Lionel Gougelot, Europe 1. On se souvient de ces rats atteints de tumeurs grosses comme des balles de ping-pong, résultat des travaux menés par le professeur Serralini sur le maïs OGM. Eh bien, l'Agence de sécurité sanitaire et le Haut Conseil sur les biotechnologies les jugent incomplets. Pour Europe 1, Ève Roger. Les 2 comités d'experts estiment que le professeur Serralini n'a pas prouvé la toxicité du maïs OGM NK603, et cela pour une seule et unique raison, le nombre de rats qui ont servi de cobayes. Il n'était que 200, répartis par groupe de 10. Et pour bien faire, c'est-à-dire pour pouvoir tirer des conclusions significatives, comme on dit dans le langage scientifique, ça veut dire des conclusions fiables, il aurait fallu entre 80 et 100 rats par groupe. Si vous faites le calcul, ça fait entre 800 et 1000 rats en tout. Mais l'agence française n'a pas fait que critiquer l'étude cet après-midi. Elle a aussi salué son caractère ambitieux et original, car Serralini est le seul au monde à avoir tenté d'étudier les effets de ce maïs OGM sur le long terme, c'est-à-dire au-delà de 3 mois. 2 autres études sur 2 ans existent, mais elles concernent le soja OGM. Donc ce qu'il faut comprendre ce soir, c'est que l'affaire Serralini ne fait pas pchit, ce n'est pas terminé, car les experts eux-mêmes exigent dorénavant des études longues sur les OGM, des études cette fois-ci incontestables, c'est-à-dire menées dans les règles de l'art et financées par de l'argent public et non pas par des fabricants d'OGM. Ève Roger. La redevance audiovisuelle augmentera de 4 € l'an prochain. Elle passera ainsi à 129 €. Les députés ont voté cette hausse à l'Assemblée. Le projet d'une redevance pour les résidences secondaires a lui été enterré. L'actualité à l'étranger, en Italie, des peines de 6 ans de prison ferme ont été prononcées ce lundi contre les 7 scientifiques jugés pour avoir sous-évalué les risques avant le séisme de l'Aquila. Ils sont reconnus coupables d'homicide par imprudence. Le drame remonte à avril 2009. Le tremblement de terre avait fait 308 morts et 1 millier de blessés. À 15 jours de l'élection présidentielle américaine, Barack Obama et Mitt Romney sont donnés à égalité avec 46% des intentions de vote selon un tout dernier sondage Reuters Ipsos. Des résultats qui sortent alors que les 2 candidats vont s'affronter pour un 3e tour et dernier débat télévisé. Ce sera cette nuit un face-à-face consacré à la politique étrangère.
Lance Armstrong, déchu de ses 7 titres sur le Tour de France entre 1999 et 2005, il n'a pas de place dans le cyclisme, a martelé le président de l'Union cycliste internationale. L'UCI qui a donc choisi de suivre l'agence américaine antidopage qui avait rendu un rapport accablant sur les pratiques du coureur texan. L'UCI pourtant pointé du doigt ce soir par Pierre Bordry. L'ancien président de l'agence française de lutte contre le dopage raconte que c'est le patron de l'UCI qui lui avait demandé de se taire alors qu'il avait entre les mains les contrôles positifs d'Armstrong et de son équipe. Pierre Bordry. Moi, je rappelle qu'en septembre 2009, quand nous avons fait part à l'UCI des anomalies que l'on avait rencontrées sur le contrôle pendant le Tour de France, qui était sous la responsabilité de l'UCI. Sur le contrôle de Lance Armstrong. Oui, notamment, mais de Lance Armstrong, de l'équipe d'Armstrong en particulier. M. McQuaid m'a publiquement demandé de me taire. Il a dit que Pierre Bordry la ferme. Si c'était vrai ce que dit Pierre Bordry, ce serait grave. Aujourd'hui, c'est vrai. Est-ce que vous êtes quelque part satisfait de cette décision quand le président de l'UCI dit Lance Armstrong n'a pas sa place dans le cyclisme ? Je suis satisfait du travail remarquable qui a été fait par l'agence américaine antidopage, qui est un travail très complet, qui montre tous les éléments, les imbrications des uns et des autres. Et je pense que c'est important que l'on reconnaisse ce travail et qu'effectivement, Lance Armstrong n'a plus rien à faire dans le vélo. À l'époque, vous vous êtes heurté donc à une omerta. On s'est heurté à des petits arrangements en famille, probablement. À Pierre Bordry avec Corinne Boulou. Suite et fin de la 11e journée de Ligue 2 de football. Ce soir, Nantes a battu Dijon 2-0 et reste 2e au classement derrière Monaco. Des brouillards ce mardi matin sur une grande partie du pays, de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais en passant par les Charentes et la région parisienne, et encore de rares averses en Provence et en Corse. Au fil des heures, le beau temps reviendra, sauf sur les côtes de la Manche où le ciel restera bien couvert. Les températures toujours très douces à 17 degrés prévues l'après-midi à Strasbourg, 18 à Nantes, 20 degrés à Paris, 22 à Bordeaux et Marseille et 24 à Avignon. Très belle nuit à vous sur Europe 1. Il est minuit 8 et vous êtes en compagnie de Caroline Dublanche. Votre libre antenne, nous sommes sur Europe 1 en direct jusqu'à 1h et vous pouvez continuer à appeler le 39 21 pour nous parler de vous, mais aussi pour réagir aux différents témoignages, ce que vous faites également par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors beaucoup de réactions qui arrivent pour Daniel qui se demandait un peu comment pardonner à ses parents lorsque ces derniers nous ont fait du mal, même lorsqu'ils sont décédés. Brigitte dit: votre maman n'aurait jamais pu vous demander pardon puisqu'elle ne comprenait pas le mal qu'elle faisait. C'est très juste. Et il y a, alors j'ai parlé du livre de Sylvie Tenenbaum sur le pardon. Ce livre s'appelle Pardonner, tyrannie ou libération, et c'est aux éditions Inter-Éditions. Merci à Jeanne qui nous a envoyé un petit mail. Donc Sylvie Tenenbaum, Pardonner, tyrannie ou libération, aux éditions Inter-Éditions. Et puis à propos de la thérapie, Daniel se demandait finalement à 80 ans aller reprendre une thérapie, en parler. Jeanne dit: j'ai 61 ans, étant dépendante affective, une dispute m'a beaucoup perturbée il y a 10 mois et je me suis décidée à voir une psy alors que jusque-là j'avais toujours pensé que cette démarche n'était pas pour moi. Elle m'a dit que ma démarche était très courageuse et ça me fait beaucoup de bien. Étant seule, Daniel pourrait trouver dans des conversations en tête-à-tête, sinon du réconfort, au moins une sensation de déposer ses fardeaux, et il serait ainsi plus léger. En tout cas, c'est ce que moi je ressens. L'âge n'est pas important. Ce qui l'est, en revanche, c'est de se sentir mieux. Il y a également Hélène, que je remercie d'avoir appelé le 39 21, standard d'Europe 1. Alors c'est dommage, Hélène ne souhaitait pas s'exprimer à l'antenne. Elle a 82 ans. Elle dit: je continue la thérapie
thérapie et j'ai besoin comme ça d'être soutenue car j'avais un père pervers, un mari pervers pendant 35 ans et là je suis en train de démêler tout ça et il faut que Daniel garde la foi de régler ses soucis sans se considérer fini entre guillemets. Sa vie n'est pas finie, elle doit regarder vers l'avenir. Europe 1. Également des messages pour Assiba. Il y a Gabrielle, une fidèle auditrice qui voulait souhaiter bon vent à Assiba. Également Margaret qui dit je garde un très beau souvenir d'Assiba qui était vraiment très sympathique et je lui souhaite beaucoup de bonheur. Également des messages de sympathie pour Brigitte qui nous avait téléphoné la semaine dernière pour parler de son hospitalisation. Elle doit être hospitalisée, j'allais dire demain, mais on est mardi, donc dans quelques heures. Là, pour Brigitte nous avait appelé pour nous parler de son cancer et son compagnon était très agressif avec elle. Seule sa cousine l'aidait et elle avait eu beaucoup de messages de soutien et je vous remercie pour elle. Donc vous êtes nombreux ce soir à avoir une pensée pour elle. J'ai eu beaucoup de mails. Il y a Patricia aussi qui envoie un petit SMS et vraiment lui souhaiter le meilleur pour cette intervention et lui dire en tout cas que vous pensiez beaucoup à elle. On va donc maintenant vous retrouver, ma chère Lilia. Donc, oui. Alors, vous, oui, par rapport à cet homme oui. avec qui donc vous étiez depuis un an, hein, c'est ça, un an, oui, un an. tout à fait. Et puis donc C'est il ça, vous trompe avec sa collègue, il revient 8 mois après, et là un beau matin, il joue avec son portable et là il vous demande à voir un petit peu ce qui se passe, pourquoi il joue comme ça avec son portable, et là il dit c'est des photos d'une amie, et puis finalement après il vous fait la réflexion que vous l'étouffez. Or, et finalement, après, il n'a plus donné de nouvelles, si je comprends bien, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui, j'ai plus de nouvelles, oui, tout à fait, c'est ça. Oui, quand vous avez cherché à comprendre ce qui se passait, silence radio. C'est ça, oui, c'est ça qui... Mais on peut penser qu'il a provoqué, si vous voulez, il ne voulait pas prendre, il n'avait pas le courage de parler, de prendre l'initiative d'une séparation, et il la provoque. Si vous voulez, avec cette histoire de téléphone, parce que je suis désolée, mais il n'était pas obligé de ouvertement regarder, jouer avec son téléphone. Il attendait évidemment une réaction de votre part qui ne l'aurait pas eu, et même certaines, je vais vous dire, Lilia aurait été plus virulente en disant bon, écoute, arrête de me prendre pour une imbécile. Qu'est-ce que c'est que... Vous voyez, même sans être jalouse, mais c'est quand même quelqu'un qui 8 mois plus tôt était parti. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ce que dit Ninon, qui dit il a peut-être intentionnellement provoqué votre demande en jouant avec son téléphone. Bon, il y a un peu, c'est une façon perverse, hein, donc c'est vraiment à fuir. Il y a Yvon qui dit faites le même procédé qu'il fait avec vous pour lui faire comprendre le cynisme de son agissement. Bon, il est plus avec vous, mais le problème c'est que si vous voulez, il vous fait du mal, cet homme. Il partir, revenir, ça va pas, ça. Beaucoup de mal, oui. Et le fait de ne pas avoir réagi sur le coup, ça m'a fait beaucoup de mal, vous voyez. Et je me dis pourquoi il me fait ça. C'est ça, c'est que le problème, Caroline, c'est qu'on s'entend très très bien. C'est-à-dire que je comprends pas pourquoi il va vers cette femme. En fait, c'est une femme qui est séparée, elle a 2 enfants, et apparemment c'est une femme cougar, c'est ce que j'ai appris. Et voilà, donc je comprends pas pourquoi il va vers cette femme. Elle est beaucoup plus âgée que lui ? Oui. Elle a mon âge, elle a mon âge. Mais pourquoi vous dites que c'est une femme cougar ? Vous vous considérez comme une femme cougar ? Non, j'ai pas dit moi, elle.
Oui. Parce qu'une fois quand il est revenu, oui. Vous voyez, je vais vous expliquer un petit peu son fonctionnement et vous allez Oui. dire, Caroline, j'aimerais bien avoir votre avis. Oui, en oui, fait, je vous écoute. quand il me parle, il me dit pas directement elle. Il me dit c'est une amie à mon copain. Vous voyez, il me dit voilà, finalement c'est une femme qui est cougar, c'est une femme qui fait des coups à des hommes. Vous voyez, il me dit pas ouvertement, il m'a pas dit ouvertement voilà la femme avec qui je sortais, c'est une femme cougar. Oui. Voilà, vous voyez, il me dit que c'est une amie à son copain. Vous voyez, c'est ça qu'il me dit. Il me compare. Et la veille, Caroline, avant que, c'est-à-dire, on s'est vu le dernier jour, c'était le 6 septembre, le 5. J'aurais aimé le voir le 5. Alors après, il me dit, oh, je vais chez ma mère. Alors là, quand il me sort, je vais chez ma mère, je comprends tout de suite que c'est pas sa mère et que c'est elle. Vous voyez. C'est intéressant, remarquez, comme comparaison. Oui, si elle lui évoque sa mère, écoutez, laissez-le avec sa mère. Hein. Bon courage à elle. Hein. Oui, écoutez, qui règle ses comptes avec sa mère et puis laissez-le, cet homme qui agit comme un petit garçon qui veut pas grandir, quoi, et qui, une fois qu'il a fait ses phrases, qui revient, il veut se faire pardonner comme un vilain garnement. Vous n'allez pas, c'est pas respectueux vis-à-vis de vous. Voyez. C'est ça, oui, tout à fait, Caroline, c'est ça, oui, c'est ce que je voulais savoir par rapport à vous, parce que vous analysez bien les choses, et je voulais avoir votre point de vue. Mais ce que j'entends, c'est que ça vous fait mal, c'est, vous me dites que la dernière fois, quand même, vous avez eu un tel choc émotionnel que peu de temps après, enfin, on vous a trouvé, enfin, vous faites le lien, vous avez eu une petite tumeur heureusement bénigne dans votre sein, enfin, bon, ça vous a profondément bouleversé. Bon, il peut pas, si vous voulez, revenir comme ça, partir. C'est assez immature de fonctionner comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire que là, ça donne vraiment, c'est un prétexte. C'est-à-dire le côté, subitement, vous me dites, tout va bien entre nous. Et puis là, il part comme ça, presque sur un coup de tête. Mais comme il pourrait revenir sur un coup de tête. Il l'a déjà fait. Oui, il l'a déjà fait, oui, c'est vrai. Mais je veux dire, c'est le risque pour vous. Parce que c'est, à un moment, il ne peut pas jouer avec les sentiments des autres comme ça. Tout à fait. Et moi, et avec les vôtres, en l'occurrence. Tout à fait, oui. Et moi, ce que je voudrais, c'est avoir une discussion claire avec lui. Et là, je n'arrive pas. Je l'ai appelé, je crains. Mais oui, il fuit. Parce que c'est difficile d'avoir une discussion claire avec quelqu'un qui ne l'est pas. Tout à fait. Vous dites bien les choses, Caroline. Il n'est pas clean, donc il peut pas avoir une discussion claire. Vous voyez, même pour parler de cette femme, il vous en parle de façon détournée. Mais bon, il faut arrêter à un moment. Vous voudriez, vous n'avez déjà pas les mêmes valeurs d'une certaine façon. Vous voudriez que ça soit, que votre relation, elle soit basée sur la confiance, sur du respect, que vous puissiez parler ensemble, essayer de vous comprendre. Et lui, finalement, il avance masqué. Il est plutôt dans la dissimulation. Il vous parle de cette autre femme avec qui, bon, il a eu cette relation, mais sans vous dire ce qu'elle est vraiment pour lui. Enfin, vous n'avez pas des... même si, dans les faits, vous vous entendez bien, cet homme est quand même très, très différent de vous. Et il vous fait du mal, en tout cas. Dans la façon dont il agit. C'est quand même qu'est-ce que j'allais dire, je dirais pas dommage, mais en même temps, je voulais vraiment avoir quelque chose, je voulais construire quelque chose avec lui, je voulais faire quelque chose, avancer. Voilà, mais me faire du mal comme ça, même Caroline, vous savez, même si j'ai beaucoup réfléchi, même si j'ai encore des sentiments, je pense que je vais me protéger. Je pense que c'est important avec quelqu'un comme ça parce que il pourrait revenir
comme il est parti. C'est-à-dire sans franchement d'explication, il agit un peu selon son bon plaisir. Vous voyez ? C'est vrai, tout à fait. Et il y a quelque chose qui s'est passé, je vais vous le dire, quand il est revenu, parce que quand on s'est séparés, j'avais laissé mes affaires, mes bijoux, j'avais tout laissé, quoi. Et j'avais pas le courage de prendre le téléphone, de lui dire tu m'apportes mes affaires, s'il te plaît. Donc quand on est revenu, et j'avais les vêtements, je m'en fiche, mais j'avais des bijoux qui me tenaient beaucoup à cœur. Et j'ai dit, ils sont où? Alors il me dit, j'ai dit, quoi? Tu as fait quoi? Il me dit, mais pourquoi tu jettes? Je sais pas, on peut pas jeter. J'ai dit, moi, si j'étais toi, j'aurais rangé dans un carton. Bien sûr, et lorsque je t'aurais revu, je t'aurais jeté les zéros. Mais vous êtes sûr qu'il les a jetés ou Je sais pas. Je sais pas. On peut pas jeter des bijoux comme ça. Non, on ne jette pas des bijoux. De toute façon, on n'a pas à jeter des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc, si on veut, si on n'est plus avec la personne et qu'on veuille effectivement, c'est une façon symboliquement de marquer la rupture. On lui rend les affaires qui lui appartiennent, mais on ne les jette pas. Alors après, on a le droit de jeter des cadeaux qui nous ont été faits, parce qu'après tout, ce sont des cadeaux qui nous ont été faits, et si on estime que c'est des cadeaux qui nous empoisonnent maintenant l'existence, on peut les jeter, mais pas des affaires qui ne nous appartiennent pas. C'est vrai. Bon, mais vous voyez, il est pas respectueux. C'est assez symbolique aussi, cette façon-là. Vous les avez pas retrouvés, vos bijoux? Non. Oui, mais vous voyez, c'est pas parce que des bijoux, ça peut. C'était des bijoux de valeur ou des bijoux de famille, quoi? Non, c'était des bijoux que j'aimais beaucoup. Enfin, une valeur sentimentale, en tout cas. Voilà, une valeur, oui, une valeur sentimentale. Bon, donc, enfin, en tout cas, vous les aimiez. C'était donc, il n'avait pas à les jeter. Mais il n'est pas bon, mais ça montre il n'est pas clean. Il n'est pas clean. Il n'est pas clean. Non. Et puis le lendemain, il m'appelle, il me dit, tu sais, j'ai une surprise pour toi. J'ai dit, c'est quoi la surprise? Alors il m'emmène dans un centre commercial. Il me dit, voilà, les trucs que je t'avais jetés, les vêtements, je t'achète. Mais j'ai dit, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Il me dit, pourquoi? J'aurais rien dit, tu aurais acheté. Mais j'ai dit, non, mais ça compense pas. C'est-à-dire, on compense pas avec de l'argent quelque chose, une attitude à un moment donné qui est déplacée. On rachète pas avec de l'argent un manquement, un manque d'attention, une négligence. Vous voyez, il a tout faux. Il est à côté de la plaque. Donc bon, il est. Finalement, réfléchissez à d'autres petites choses comme ça et vous verrez que c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous auriez été bien. D'accord, Caroline. Peut-être. Hein? Mais c'est dommage. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est l'important là. Hein, pour pas, gentil, voilà. C'est vous qui comptez. Merci pour votre. Enfin, vous m'avez encore beaucoup éclairé en tout cas. Tant mieux. Vous avez raison. Non, vous avez bien raison. Il faudrait que je tourne la page. Mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que je dois que je m'arrête là et que je ne l'appelle plus? Non, je crois que ça sert à rien là de l'appeler. Non, vous allez vous confronter. De toute façon, vous voyez bien quand vous l'appelez, il ne donne pas suite. D'accord. Hein, il ne répond pas. Vous avez essayé. Je comprends que vous ayez voulu essayer pour avoir une explication parce que ça fait tellement prétexte son motif de séparation qui n'en est pas un. Vous avez essayé, vous vous êtes heurté à plusieurs reprises à son répondeur. Maintenant, vous laissez tomber. Vous avez mieux à faire de votre temps, de votre énergie que de courir après cet homme. Vraiment. D'accord, Caroline. C'est ce que dit quelqu'un. Hein. Elle dit vraiment, vous avez mieux à faire que de courir après quelqu'un qui vous manque de respect, un égoïste qui ne pense qu'à lui. Il a vraiment tout faux, dit cette personne. Voilà. Vous savez vous savez employer les mots qu'il faut. Ah, puis un message de Chaudron de la Barre qu'on retrouve avec plaisir, qui était silencieux depuis quelque temps, donc c'est un plaisir de le lire, qui dit « Votre première rupture a donné lieu à une forte réaction épidermique qui traduisait votre émoi. Seulement voilà, malgré cela, vous êtes retombé entre les doigts glissants de votre charmant, qui semble aimer davantage la reconquête que la consolidation de la relation. Aujourd'hui, vous souffrez encore de ces déconvenues amoureuses et devriez prendre le temps de vous interroger sur ce qui était en jeu pour vous au sein de cette relation. Une telle réaction physique n'est pas anodine, alors prenez bien soin de vous et essayez d'aller en direction d'un apaisement durable. Bonne soirée à vous.
Oh, merci Caroline, c'est gentil. C'est mais ça, c'est Chaudron de la Barque. Oui, c'est très joli ce qu'il a écrit. Mais c'est toujours merveilleusement écrit. Oui, c'est magnifique, c'est vraiment merveilleux. C'est toujours merveilleusement écrit. Merci Caroline, c'est vraiment. Je vous embrasse. Je vous embrasse, Lilian. Moi aussi. Au revoir. Au revoir. Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Robert Francis, Junebug. Et on accueille... Alors, non, avant d'accueillir Marianne, un petit mail de la Cravate Rouge. Ça, c'est, j'ai envie de dire, un ancien auditeur, un des tout premiers auditeurs, ce pseudo, la Cravate Rouge, là, qui transmettait à Jean-Pierre, si vous pouvez. Jean-Pierre, c'était donc ce premier auditeur, ce monsieur qui a perdu son épouse et qui a énormément de chagrin, qui a perdu son épouse d'un cancer du poumon. Il dit, transmettez-lui, si vous pouvez, toutes mes pensées et tout mon soutien à cet homme amoureux au cœur d'or. C'est un hymne à l'amour que nous avons eu ce soir en l'écoutant, dit la Cravate Rouge. Et on accueille maintenant Marianne. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Marianne. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la discussion que nous avions eue il y a à peu près 5-6 mois, où nous avions parlé des similitudes qu'il pouvait y avoir entre une mère et une fille, et qu'on pouvait reproduire quelquefois le même schéma par suite à des circonstances qui, bon, pour ma part, avaient été assez graves, puisque j'avais perdu mon époux, exactement au même âge que ma mère avait perdu le sien, et que je me retrouvais exactement à reproduire un petit peu ce qu'elle faisait et ce qu'elle avait fait elle-même après le décès de mon père. Oui, je me souviens de vous. Que vous vous rappelez? Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y avait même conseillé un livre qui était à mes aïeux, qui est très bien, mais assez difficile, assez complexe, on va dire, à appréhender quand même. Oui. Ah bon, mais écoutez, on fera peut-être alors une émission là-dessus sur la psychogénéalogie pour en parler de façon un peu pour débroussailler un peu ce concept avec, voyez, parce que parfois justement quand on en parle comme ça, on fera en sorte que ça soit plus abordable, je l'espère. Voilà, j'aimerais bien l'aborder. Oui, exactement. Moi aussi, j'aimerais bien, parce que bon, beaucoup de choses m'ont échappé. Dans mes souvenirs, il était plus abordable, mais bon, moi, c'est vrai que j'ai forcément, il y a des termes qui me sont plus accessibles, que je connais, donc je ne pensais pas qu'il était assez hermétique. Ouais. Voilà, exactement. Pas ce souvenir-là, d'accord. Oui, et donc, je vous disais que bon, en même temps, il y avait une certaine douceur à vouloir, à me retrouver un petit peu dans le comportement de ma mère, et en même temps, un certain rejet. Et je vous avais dit que bon, pour essayer de voir si j'étais apte à reproduire ce schéma, j'avais envisagé de partir dans la maison où elle avait vécu après son décès, puisque elle-même est décédée, de façon à essayer de me reconnaître ou bien de me retrouver. Et effectivement, je suis donc retournée dans cette maison, où il y avait encore un peu son odeur, puisque ça faisait 3 mois qu'elle était décédée et j'y suis allée après. Et le soir, il faisait froid, je suis allée me coucher. Le lendemain, je me suis réveillée, je suis allée dans la cuisine, j'ai ouvert les volets, j'ai pris un café, je suis allée dans le salon, j'ai allumé la cheminée, je suis retournée dans la cuisine et je suis descendue dans le jardin. Je suis remontée et à ce moment-là, j'ai réalisé que ma mère faisait exactement tous les matins cela. Et je me suis surprise en train de faire exactement la même chose. Et j'en ai été énormément troublée parce que, bon, en aucun cas, je ne voulais reproduire ce que ma mère avait vécu. N'ayant pas,
disons que c'était une personne qui était plutôt tyrannique, qui nous a donné une bonne éducation, mais sans affection, sans être tout à fait maternelle. Et j'avais peur de mon côté de devenir ce qu'elle était. Et j'ai toujours cette crainte en disant, je me vois en train de faire la cuisine comme elle faisait. Après, Elle faisait bien la cuisine? Oui, elle faisait énormément la cuisine. Bon, donc c'est très positif, ça. Peut-être c'est positif, mais en même temps, je sais pas, il n'y avait pas d'amour chez elle. Et il y en a beaucoup chez moi, je veux dire, peut-être, et j'essaie de le donner aux uns aux autres. Elle savait pas, il n'y avait pas d'amour ou elle savait pas l'exprimer? Elle ne savait pas l'exprimer, peut-être par rapport à ce que disait la personne qui avait téléphoné, je ne me rappelle plus de son prénom, qui avait vécu au Brésil et qui avait Daniel qui ne pouvait pas régler le conflit qu'elle avait avec sa mère. Je crois que ma mère, n'ayant jamais reçu elle-même cet amour, elle ne pouvait donc pas en donner à ses enfants. Et elle nous en a pas donné. Je suis la cadette d'une fratrie et elle nous en a pas donné. Et lorsque mon époux est décédé, moi qui ne faisais pas la cuisine, moi qui ne tricotais pas, moi qui ne faisais pas le jardin, je me suis retrouvée à faire exactement la même chose qu'elle. Et ma crainte, c'est de dire, je fais tout ça alors qu'elle nous a jamais donné d'amour et je me retrouve en train de faire ce qu'elle fait. Est-ce par amour? Est-ce par pardon? Est-ce par besoin de rattraper autre chose? Je ne sais plus. Oui, comme une façon, c'est-à-dire que vous le faites, au départ, vous le faites sans même y penser, c'est-à-dire il y a quelque chose qui, quand vous décrivez, c'est comme si ce trajet dans la maison, où vous descendez dans la cuisine, où vous allez après dans le jardin, où, enfin, vous ouvrez les volets, vous faites un café, c'est-à-dire que tout ça est fait machinalement, hein, et vous dites finalement c'est comme si vous marchiez dans les pas de votre mère. Mais moi je sens là une présence plutôt enveloppante et protectrice. De la même façon, quand vous avez dit vous êtes rentrée dans cette maison où il y avait encore son odeur. Oui, il y avait une odeur de lavande, de pâtisserie, et d'odeur. Une odeur agréable. Oui, absolument. Une maison qui vivait. Oui, comme si elle venait de faire la cuisine et que j'allais la retrouver. Mais je savais très bien que j'allais pas la retrouver puisque j'y allais pour essayer, moi, de comprendre quelque chose. Et je savais que j'allais pas la retrouver. En même temps, je me suis sentie enveloppée, effectivement, d'une extrême douceur. Et c'était une des premières nuits que je passais peut-être avec un sommeil réparateur. Alors que depuis le décès de mon époux, je n'avais plus ce sommeil réparateur, C'est comme s'il y a quelque chose en vous qui vous poussait, hein, ou c'était quelque chose de un fil là très très intime, qui vous poussait à retourner dans cette maison où elle avait vécu, qui vous relie à elle et où là, pour la première fois, vous arrivez à bien dormir, mais comme s'il y a quelque chose de très doux, de très familier, qui contraste effectivement avec la façon dont vous nous parlez d'elle, ou là, quand on est plus dans vous racontez ou vous dites qu'il n'y avait pas d'amour, alors que là, on sent dans les émotions, dans la façon dont vous nous parlez de ce qui est en jeu dans la maison. On est plutôt dans le monde des sensations, des émotions, et il y a quelque chose de l'amour. Oui, mais alors c'est surprenant parce que disons que je lui en ai toujours voulu de nous avoir donné l'éducation qu'elle nous a, une très bonne éducation, peut-être trop bonne, hélas, entre guillemets, de nous avoir donné cette éducation très rigide, très bonne, jeune fille de bonne famille, on peut dire, mais sans avoir cette affection dont par moments il m'était nécessaire de recevoir, parce que lorsque mon époux est décédé, quand j'ai été vers elle et que je lui ai dit maman, les seules paroles qu'elle m'ait dites à ce moment-là, c'est sois digne.
Alors que bon, j'avais envie de crier mon désespoir. Je ne souhaitais que ça. Et même à ce moment-là, je n'ai pas pu crier mon désespoir puisqu'elle m'a empêché de le faire. Et que toute ma vie, ça a été ça. Toute notre vie, ça a été ça. Comme malheureusement, je comprends, c'est terrible. C'était dans votre éducation, tout ce qui était des émotions devait être réprimé, refoulé, interdite. Hein, comme voilà, malheureusement, il y a des éducations comme ça où il ne fallait surtout pas se laisser aller à exprimer de la tristesse, des pleurs, de la colère. Ou, voilà, exactement. Voilà, il fallait toujours faire bonne figure. Mais comme elle-même devait certainement se l'imposer. Oui. Hein, il y avait ce carcan finalement dans lequel elle était et où les verrous sautaient, je dirais peut-être justement quand elle cuisinait, quand elle jardinait, elle était quelque chose de plus dans la sensualité, au plus près de quelque chose. Peut-être que c'est là où elle faisait passer sa sensualité, ses émotions, voyez, elle cuisinait pour ce qu'elle aimait. Oui, exactement. Dans son jardin aussi, peut-être là aussi, le fait de cultiver, de faire pousser ces légumes, la terre, enfin les fleurs. Il y a quelque chose de très, il y a quelque chose de la générosité, on est plus dans la sensualité, on est dans, voyez là, de quelque chose de plus sauvage, de plus qui est très loin des codes, de la bonne éducation là. Peut-être que là, elle pouvait s'exprimer. Sans doute, vous avez raison, puisqu'effectivement, elle préparait ce jardin dans la perspective de notre arrivée, puisqu'on passait tous les vacances dans cette maison familiale et qu'on se retrouvait tous, toute la famille se retrouvait pratiquement autour d'elle et qu'elle préparait ce jardin pour nous faire plaisir et qu'elle faisait la cuisine et c'était des véritables festins parce que dès le matin elle se levait très tôt et elle préparait pour que nous donner les meilleurs plats, disons. Mais cela ne nous suffisait pas. Lui, je comprends. Vous aviez besoin de nourriture affective qui aurait accompagné ces délicieux menus. Mais elle, c'était sa façon, certainement, de vous dire qu'elle vous aimait, voyez, de se lever tôt le matin, de vous cuisiner tout ce que vous aimiez. Mais je comprends que ça ne vous suffise pas et que vous attendiez autre chose, des douceurs aussi, pas seulement culinaires, mais aussi dans les mots, dans les gestes. Bien sûr. Mais je pense que ce carcan éducatif dans lequel vous avez été élevé, votre mère aussi a été très corsetée. Voyez. Oui, tout à fait. Mais ma crainte, moi, maintenant, c'est un petit peu... Alors c'est vrai, j'ai 60 ans et je n'ai pas du tout le même caractère qu'elle, puisque j'essaye de donner à ma fille beaucoup d'amour. Mais je m'aperçois également que par moments, envers ma fille, j'ai cette retenue que ma mère envers nous. Et ça me gêne terriblement de ne pas pouvoir dire à ma fille, par moments, que je l'aime très fort. Je l'aime très fort et ces mots ne sortent pas, tout comme ils ne sortaient pas chez ma mère. C'est là où je vous dis, est-ce qu'on ne reproduit pas souvent les schémas de nos propres parents? Oui, on peut être amené, la façon dont on a été aimé conditionne beaucoup la façon dont on aime. Hein. C'est certain. C'est-à-dire que il y a des familles où on est très peu tactile, très peu, où il y a peu de mots, d'affection dits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais donc c'est plus difficile après de se dire des mots tendres, des mots affectueux. Mais moi, ce que j'entends quand même dans ce que vous dites, c'est que vous dites bien que vous êtes quand même très différente de votre mère, qu'il y a quelque chose en vous, et on l'entend dans votre voix, il y a quelque chose de très très chaleureux en vous. Donc vous avez certainement déjà fait différemment avec votre fille, même si par moment vous n'arrivez pas encore à dire tout ce que vous aimeriez dire, mais vous avez pris aussi, là vous avez besoin, vous êtes à un moment de votre vie où vous avez aussi vous le besoin en tant que fille de vous rapprocher
de votre mère, et c'est-à-dire tout ce que à un moment peut-être vous avez tenu éloigné parce que vous aviez trop peur de lui ressembler, mais lui ressembler dans ce qui vous a manqué. Ce que vous ne vouliez pas être, c'est-à-dire cette froideur. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes finalement en train de mieux accepter que vous pouvez être vous, ce que vous avez, ce que l'expérience vous a appris, ce que vous êtes vous dans votre personnalité, différente d'elle, et en même temps qu'il y a des choses que vous tenez ou vous vous rapprochez finalement, qui sont rassurantes pour vous, qui sont réconfortantes. Oui, où il y a une transmission, voyez. Oui. Et c'est vrai que là, ça me rapproche encore des propos que tenait Daniel, à savoir qu'il me semble qu'en agissant ainsi, j'arrive à pardonner le comportement de ma mère. Alors, c'est vrai, il y a une certaine ambivalence chez moi, dans la mesure où, je reproduis exactement les gestes qu'elle a toujours fait, et d'un autre côté, j'ai envie de les rejeter parce que ça... Mais pourquoi parce que j'ai peur de sa dureté, de la dureté. Mais vous pouvez aimer cuisiner, vous pouvez aimer jardiner, vous pouvez, et c'est pas pour autant que vous allez vous mettre à être dur. D'ailleurs, est-ce que votre mère était réellement dure? Oui, très, très. Oui, elle a été toujours très dure envers nous, effectivement. Mais vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Non, je ne lui suis pas. Mais je n'ai pas le même âge qu'elle. Je veux dire, c'est vrai qu'elle a été depuis sa jeunesse. Moi, je ne l'ai pas été. C'est pas une question d'âge. Et qu'en vieillissant, elle s'est de plus en plus murée dans pas de tyrannie, mais dans cette dureté. Alors parfois, on se rigidifie un petit peu, mais tout à fait, si vous voulez, ce dont vous avez souffert, c'est vous me parlez de votre mère aussi quand vous étiez enfant, adolescente, cette éducation qu'elle vous a donnée. Donc à ce moment-là, elle n'était pas âgée, elle. Non. Voyez. Donc ce que vous avez transmis vous à votre fille, vous lui avez transmis là, puisque vous avez 60 ans là. Enfin, ça ne veut pas dire que vous continuez pas maintenant, mais votre fille, vous lui avez donné là de quoi construire sa vie. Maintenant, c'est l'affection, c'est du bonus, j'ai envie de dire. Voyez, vous continuez à être présente pour elle, mais c'est du bonus quoi. C'est du plus. Voyez. Donc je crois que j'ai l'impression que revenir dans cette maison, c'est aussi un peu vous réconcilier, vous, avec... Il y a quelque chose qui est où, finalement, c'est pas un hasard si vous avez si bien dormi la première fois dans cette maison. Parce que vous auriez pu être dérangé par l'odeur de la maison, par tout ce qui vous rappelait votre mère. Ça n'a pas été le cas. Non, pas du tout, pas du tout. Ça a été une odeur, au contraire, très familière, qui vous a sécurisé. Et ça fait penser un peu comme quand on est... vous avez connu des... Et c'est pour ça que je trouve votre témoignage très beau, très, très émouvant, parce que après ces décès que vous avez vécus, vous aviez besoin de vous replonger dans quelque chose d'assez archaïque. Finalement, les premiers mots que vous avez dit, c'est par rapport à l'odeur. Il y avait encore son odeur dans la maison. Oui, et comme on peut avoir quand on vient au monde, qu'on a un tout petit bébé, on a besoin de l'odeur de sa mère. Oui, sans doute ça. Pour supporter la séparation de la naissance, pour supporter, on se sécurise, on se tranquillise contre la peau de sa mère. Et là, pour supporter finalement la séparation de votre mari, voyez, vous vous êtes replongé comme ça dans quelque chose d'archaïque de votre enfance. Alors avec effectivement toute cette ambivalence aussi, mais aussi cette partie qui vous sécurise. Oui, et vous avez sans doute raison, parce qu'effectivement, mon époux est décédé, là, c'est aussi un témoignage que j'apporte pour Jean-Pierre, qui souffrait terriblement du décès de son épouse. Mon époux est décédé il y a à peu près 4 ans, et depuis 4 ans, je n'avais jamais fait le deuil. Et ce retour dans la maison familiale m'a permis un petit peu aussi de faire le deuil et de mon époux et de celui de ma mère qui était beaucoup plus récent.
il me semble que les deux à la fois, le fait de revenir dans cette maison où j'ai vécu aussi avec mon époux, m'a consolidé dans mon désir de vivre et d'aller maintenant un peu plus de l'avant, alors que je restais sur un deuil non fait. Oui, oui, oui. En tout cas, il y a Brigitte qui dit, vous savez, il y a beaucoup de parents qui ne savent pas exprimer leur amour. Alors, il faut le rechercher où il se trouve malgré tout. Et puis, c'est ce que dit Brigitte. N'y avait-il pas un peu d'amour dans ces gestes? Margaret qui dit, nos parents ne sont pas toujours responsables de tous nos maux. Ils font du mieux qu'ils peuvent avec leur sensibilité qui n'est pas forcément la nôtre. Et puis, il y a Cathy qui dit, il me semble que vous aviez peur de vous ennuyer, est-ce le cas? Il semblerait que non, mais je ne peux pas répondre à votre place en même temps. Oui, j'avais peur de Oui. m'ennuyer. Oui. C'est vrai, effectivement, en disant, puisque c'est un petit village qui est complètement perdu, où il y a une centaine d'âmes, pas plus l'hiver, et j'avais peur de m'ennuyer, mais non, j'ai passé d'agréables moments, complètement contemplatifs, même par certains moments, vous aviez besoin de ça. Rester près de la cheminée et attendre que les heures passent, effectivement. De ce temps-là. Ouais. Oui, c'est un beau témoignage. J'espère que Jean-Pierre est encore à l'écoute et qu'il aura pu peut-être vous entendre, parce que je crois qu'il y a quelque chose, effectivement, vous aviez besoin de ce temps-là, c'est aussi un temps du deuil, il y a plein de choses qui se mettent en place là pour vous. Vraiment. Oui, et vos peurs vont s'atténuer. Il y a Brigitte, pour conclure, qui dit, y a-t-il des relations mère-fille sans ambivalence? Alors, assumons-la. Je vous embrasse. Marianne. Caroline. Profitez bien alors de ce bel automne là dans votre maison. Et près de la cheminée. Merci de m'avoir entendu. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir, Marianne. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21, 34 centimes la minute. On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. Dominica, rendez-nous la lumière. Bonsoir Claire. Bonsoir Caroline, je suis contente de vous entendre. Moi aussi. Je vous écoute tous les soirs. Merci beaucoup. Bon, voilà, je pense que vous avez déjà un petit peu de mon histoire. Oui, vous avez acheté une maison. Il faut la répéter. Voilà, vous avez acheté une maison avec votre compagnon il y a 7 ans. Oui, il y a 7 ans. Oui, il y a 4-5 mois, il a retrouvé une connaissance dont il était amoureux plus jeune et qu'il n'avait pas vu depuis 50 ans. Exactement, il était amoureux quand ils avaient 18 ans. Ils se sont retrouvés par copain d'avant, bien sûr. Ah oui, ça c'est ce fameux site. Qui fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Oui, et il est parti du jour au lendemain. À peu près, oui. Il est parti en me disant qu'il allait faire une petite retraite parce qu'il était mal dans sa vie. Mais en fait, ça faisait plusieurs mois qu'il communiquait avec elle par Internet ou par téléphone. Mais je m'étais rendu compte de rien. Et quand il est revenu au bout de 15 jours, il m'a dit, écoute, voilà, j'ai retrouvé la femme dont j'étais amoureux il y a 50 ans. Et je vais vivre avec elle. C'était à 600 km d'où on habitait. Il est parti. Et il est revenu de temps en temps, bien sûr, parce qu'il fallait s'occuper de vendre la maison, il fallait faire beaucoup de choses. C'est incroyable quand même, du jour au lendemain, comme ça. Oui. Et puis j'ai quand même, je suis pas très jeune quand même, hein. J'ai 73 ans, alors c'est plus difficile qu'à 60 ans. Et comme je ne pouvais pas rester dans cette maison parce que j'avais beaucoup travaillé et j'étais trop malheureuse, j'ai passé un été vraiment très très dur à pleurer pendant 2 mois. Et j'ai déménagé, je suis partie dans une ville où habitent mes enfants. Oui. Mais c'est pas très loin d'ailleurs d'où j'habitais avant. Oui. Mais le problème c'est que en 7 ans, j'ai pris des habitudes, j'ai quand même fait beaucoup j'ai pris des habitudes. Et brusquement, toutes ces habitudes ont été à la poubelle, on peut dire. Et il faut que je reconstruise complètement autre chose. Et c'est ça qui m'est très difficile. Oui, bien sûr. Et parce que en perdant lui, je n'ai pas perdu que lui, j'ai perdu tout ce qui allait avec. Oui. Tout l'entourage, la famille, les amis, les habitudes. Ce soir, j'étais au cinéma, par exemple. D'habitude, on y allait ensemble, même cinéma, puisque je suis aujourd'hui dans la maison que je vends pour la déménager. D'accord, aujourd'hui vous êtes dans cette maison, d'accord. Oui, voilà. Alors, vous voyez, j'étais au cinéma tout à l'heure, mais j'étais dans ce cinéma où on allait tout le temps ensemble. Oui, c'est compliqué, c'est douloureux. Et je n'arrive pas. En plus, il était là, il était je l'ai vu en plus cet après-midi, avec sa nouvelle compagne. Et j'ai enfin vu la tête de sa nouvelle compagne, je peux vous dire que ça m'a fait du bien.
Parce que je l'imaginais. Parfois, oui, ça fait du bien. Oui, vous avez raison. Oui, vous l'imaginiez comme... vous l'appariez de toutes les qualités. Oui, je l'appelais merveilleuse d'ailleurs. Oui. Merveilleuse Simone, si vous voulez, merveilleuse. Et maintenant, je l'appelle plus du tout comme ça. Parce que je ne l'apporte plus de toutes les qualités. J'ai vu quelqu'un qui s'accrochait à lui, qui me regardait en disant, oh là là, pourvu qu'elle ne veuille pas le reprendre. Oh là 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 là. Oui, qui était inquiète. Oui, qui paraissait inquiète. Oui, elle m'a donné cette impression. Oui, alors que... Mais moi, mon problème, voilà, bon, maintenant, ça, il est parti, je suis triste, j'étais amoureuse très fort de lui. J'avais une confiance complète. Bêtement, j'avais une grande confiance en lui. Non, pas bêtement, parce que quand on aime, c'est important d'avoir confiance en l'autre. Je l'aimais très fort. Je l'aimais vraiment très, très fort. Oui. Et cette confiance, j'ai eu l'impression d'être jetée comme un Kleenex, comme une chaussette usagée, et c'est très dévalorisant. Oui, c'est pénible. Je suis pas la première à le dire. Et maintenant, je ne sais pas comment faire pour reprendre confiance en moi vraiment. Alors que je suis gaie, que je suis avenante, que tout le monde me trouve très agréable dans ma nouvelle ville. Ça certainement, parce que ça, je trouve que vous avez on sent en vous, dans votre voix, un dynamisme, certainement une force intérieure, une force de caractère. À mon avis, je suis assez confiante pour vous, à vous entendre. Mais comme vous dites, il faut un temps d'adaptation. Il faut un temps d'adaptation et je trouve que déjà vous réagissez sacrément bien parce que ça date de cet été, donc. Oui, pour moi, début juin. Oui, donc bon. Je vous assure que j'ai pleuré pendant deux bons mois, c'est pas 3. Ça, je vous crois. Oui, je vous crois. Et en étant capable de rien faire. Mais vous êtes contente de la décision que vous avez prise de changer d'endroit, c'est ça. Je suis contente. Finalement, mais tout est à construire. Oui, mais on vous sent l'énergie pour. Oui, mais il y a des moments, je suis quand même. Mais comment je vais faire ? Mais comment faire pour oublier ? Alors, pour oublier, vous avez l'air d'avoir besoin d'être dans l'action. Tout le temps. Oui, c'est ça. Vous avez l'air effectivement une grande énergie en vous. Dans cette nouvelle ville, vous trouvez effectivement pouvoir, puisque vous ne connaissez pour le moment vos enfants, vous avez d'autres contacts. J'ai enfants et petits-enfants, c'est depuis une ou deux personnes, des personnes que ma fille connaît. Oui, mais votre horizon va pas se limiter à votre famille. Non, vous avez besoin d'un réseau social, amical. Alors dans les villes, je ne sais pas si c'est une grande ville, mais il y a l'accueil des villes. Il y a l'accueil des villes universitaires. En plus. Donc il y a l'accueil des villes françaises, vous savez, qui accueillent les nouveaux arrivants dans une ville, où vous pouvez demander à la mairie, parce que ça permet de voir toutes les personnes qui arrivent nouvelles dans une ville, pour faire un peu le point. Ça permet de rencontrer des gens comme vous qui viennent d'arriver, où on vous parlera de tout ce qui est possible de faire. Alors qui dit ville universitaire, ça veut dire que vous pouvez vous inscrire aussi à des cours. Il y a certainement, il y a plein de choses, plein d'activités qui vous sont proposées pour vous créer à nouveau un réseau. Finalement, un réseau. Alors au départ, pas forcément amical, mais un réseau faire un peu relationnel. Et puis dans ce cadre, vous créez de nouveaux amis. Oui, parce que pour le moment, j'ai eu beaucoup au milieu de jeunes et d'enfants, mais beaucoup d'enfants, mais j'ai besoin aussi d'avoir des... Ce qui est stimulant, mais bon. Des moments d'adultes devant mon âge. Bien sûr, oui, vous n'allez pas vous limiter à être la grand-mère. Non, sûrement pas. Oui, non, mais ça s'entend. J'aime beaucoup, mais de temps en temps, pas tout le temps. Oui, mais c'est une bonne chose. Et alors en plus, si vous êtes dans une ville universitaire où il y a pas mal de choses qui sont proposées, mais je vous dis déjà, vous pouvez contacter par la mairie l'accueil des villes françaises, voir un peu ce qu'ils propose et puis voir aussi en fonction de vos centres d'intérêt ce que vous aimez faire. Vous voyez, alors au départ, c'est vrai que ça demande d'y aller seul, c'est ce qui est toujours un peu compliqué, mais c'est les premières démarches qui sont difficiles parce qu'après on voit que vous êtes quand même quelqu'un de certainement très sociable. Oui, exactement. Vers qui on a envie d'aller, agréable, donc vous allez très vite nouer des liens. Oui.
Et puis en plus, je vais pas me faire de compliments, mais partout où je passe, on me dit que je suis beaucoup plus jeune que mon âge. Oui, mais alors, ça, je n'en doute pas. C'est un atout. Pour mon âge, c'est un atout. Oui. Parce que vieille dame, c'est pas très agréable. Ça dépend, mais vous savez, l'âge, tout ça, c'est très relatif. On sait bien qu'il y a des gens de 50 ans qui sont déjà... Il y a des vieux de 50 ans, et puis il y a des gens de 70 ans qui ne sont pas vieux, qui sont encore pleins d'énergie, pleins de fantaisie, pleins de fraîcheur. On fatigue plus vite, c'est sûr. Bien sûr, il y a un terme de fatigue, mais je veux dire dans la tête, dans la façon de regarder le monde, les gens, voyez, d'être avec les autres. C'est ce qui compte finalement, de garder, cette capacité d'émerveillement, et ce que vous avez vous, cette envie finalement, cette curiosité, cette envie d'aller vers les autres, même après avoir vécu une épreuve qui est comme celle de cette rupture. Et puis vous allez voir, ça se trouve, lui, il y a 4-5 mois, mais enfin là, il est parti comme ça, il risque de déchanter. Mais enfin, ça sera plus votre problème. Hein. Non, ça sera plus mien. Ça sera plus votre problème. Je vois, quand je l'ai vu, là, je me suis dit, tiens, il revit, il me donne l'impression comme il était la première année avec moi. Oui, mais enfin, ça, vous savez, ça dure un temps. Oui, ça dure un temps. Ça dure un temps. Oui, voilà. Mais vous voyez, je vais vous dire une chose. Je suis en location actuellement. On va pas avoir le temps parce que c'est l'heure. On arrive à la fin de l'émission, mais vous pourrez me donner de vos nouvelles, en revanche, avec plaisir, quand vous serez installé un peu plus dans la ville. Donc je vous dis à bientôt, Claire. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Il y a Brigitte qui dit, il y avait dans le témoignage de Marianne quelque chose d'apaisé, d'apaisant, l'accès tardif, mais enfin bienvenue à une forme de douceur maternelle. C'est très juste. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1.